Chers auditeurs auditrices, bonsoir et bienvenue dans UFO Conscience, la seule émission de radio 100% OVNI que vous pouvez écouter sur Radio Nord-Bretagne et sur YouTube. J'espère que vous passez un très bel été avec cette chaleur qui n'en finit plus, mais bon voilà, on ne va pas se plaindre quand même. Je tiens à remercier tous ceux qui font fonctionner cette émission, c'est important, en laissant la pub, et aussi les très rares personnes qui font des dons. Pour les autres, si tu n'aimes pas le principe, il ne faut surtout pas écouter, ne te force pas, et passe à autre chose peut-être, non ? Bon allez, il est temps de présenter mon invité de ce soir, qui n'est autre que David Thuillier, qui fait son deuxième passage dans UFO Conscience, pour cette fois nous parler de la matrice. Un sujet bien compliqué. Par contre, je m'excuse d'avance pour le son qui n'est pas terrible, à cause d'un souci que nous avons eu avec la connexion le soir-là. Et ça passait très mal, donc je m'excuse d'avance, et on écoute ça juste après la pause. Salut David, comment vas-tu ? Écoute Olivier, je vais très bien, merci de ton accueil pour cette seconde émission. Ex-flic et maintenant chercheur de vérité, c'est ton deuxième passage dans UFO Conscience, et je dois t'avouer que la première émission a beaucoup fait parler au niveau des commentaires sur YouTube, mais aussi et surtout au nombre de vues, plus de 40 000 à ce jour, alors félicitations à toi déjà. Merci, et merci à tout le monde, parce que je ne m'attendais effectivement pas à un tel succès lors de cette première émission, donc j'en suis le premier ravi. Et je suis content si ça a pu éveiller un petit peu les gens à certains domaines dont on n'entend pas souvent parler. Et alors pour l'entretien de ce soir, nous avons décidé d'improviser tout en restant sur tes sujets favoris, à savoir les manipulations psychologiques, sociologiques et la fameuse matrice que l'on va découvrir d'après tes recherches. Oui, effectivement, je trouve que c'est intéressant de parler de tout ça. Je pense que ça peut être déjà un bon complément par rapport à la première émission, puisqu'on a évoqué pas mal de sujets, l'archéologie, on a évoqué un petit peu la sociologie. Personnellement, je travaille sur de nombreux sujets pour la simple et bonne raison, c'est que si on veut comprendre des choses, il faut les regarder dans leur ensemble. Si on s'intéresse qu'à un seul sujet, par exemple, bon, c'est vrai que moi particulièrement, j'aime bien l'ufologie, mais on est obligé de s'intéresser aux autres domaines. Est-ce que au niveau de l'archéologie, il y a des choses qui sont étranges ou à vérifier, des choses particulières sur lesquelles on doit se renseigner, et ça fait intervenir petit à petit d'autres domaines encore. Et quand on y regarde de plus près, effectivement, de nombreux domaines semblent rentrer en corrélation et former comme un gigantesque puzzle. Comme on dit, tout est lié. Tout est lié. Voilà. Effectivement, moi j'en arrive à ces conclusions-là par rapport à mes recherches, je ne suis pas le seul d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est surtout si un chercheur s'arrête simplement sur son domaine, il va peut-être découvrir des choses intéressantes, sans doute d'ailleurs. Mais s'il ne va pas voir les autres domaines, peut-être qu'il va lui manquer d'autres explications pour relier les pièces du puzzle. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Alors David, tu veux commencer par quoi ? Je pense qu'effectivement déjà de parler au niveau des individus, c'est-à-dire la constitution des individus dans le sens les perceptions que l'on a. L'individu, est-ce qu'il a en lui les perceptions suffisantes, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter. Est-ce que ces perceptions-là, ces 5 perceptions-là, sont suffisantes pour appréhender l'univers dans lequel on se trouve? Quand on arrive sur cette planète, dans cette incarnation physique, est-ce que les moyens, si je peux dire, si on me comprend bien, les moyens qui sont à notre disposition matérielle, c'est-à-dire biologiques, sont suffisantes pour appréhender l'univers dans lequel on se trouve? On parle souvent de plusieurs dimensions aussi, c'est ça? Ben, c'est exactement cela. C'est-à-dire que le but, si on veut parler un petit peu de cette matrice quantique, qui est maintenant de plus en plus un domaine de recherche de la part de certains chercheurs de pointe, puisqu'on parle bien de chercheurs scientifiques, qui sont surtout au niveau des physiciens. Est-ce que
les perceptions que l'on a, c'est-à-dire les 5 perceptions entre guillemets matérielles, c'est-à-dire biologiques que l'on a, sont suffisantes pour appréhender l'univers dans lequel on se trouve. Je vais prendre un exemple. On sait que par exemple l'acuité visuelle que l'on a représente une toute petite partie. On ne voit pas l'ensemble de l'univers. Il y a beaucoup maintenant au niveau des recherches, on sait que l'univers visible représente environ 5% de ce que l'on peut appréhender avec l'acuité visuelle. Or, ce qui est intéressant, c'est que notre propre acuité visuelle est elle aussi très inférieure par rapport à ce que l'on peut appréhender, c'est-à-dire environ 0,5%. Donc si on faisait des calculs, on pourrait dire presque que l'être humain, en général, est presque aveugle en fait. Ça semble un petit peu étrange de dire ça. Donc c'est un peu la même chose en ce qui concerne l'ouïe, c'est la même chose avec les 5 sens en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'avec simplement ces 5 sens de base, on ne peut pas appréhender l'ensemble des choses qu'il y a dans cet univers, dans cette matrice. C'est intéressant parce que on sait maintenant, grâce à certains travaux, que nous sommes plus ou moins, si on veut dire, si on veut faire un parallèle, dans une espèce de réalité virtuelle. Alors bon, tu disais cette matrice. Alors ça c'est vrai que on entend souvent parler de la matrice. Mais est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la matrice? Qu'est-ce que la matrice déjà? Alors il faut prendre les choses à la base. Alors officiellement, on nous dit que l'univers, là pour le moment on parle simplement de l'univers, on ne parle pas d'autres théories, du multivers, des autres dimensions, mais simplement de la théorie officielle. On nous dit que l'univers est né donc du Big Bang, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où toute une quantité phénoménale d'énergie s'est transformée sous forme d'explosion en matière. Avec une expansion, et que nous serions tous issus donc de cette énergie primordiale avec cette explosion. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a une expansion, ça veut dire qu'il y a ce que l'on appelle le temps qui vient s'imbriquer dedans, si je suis clair. Donc, il y a le temps. La ligne du temps. Voilà, c'est ce qu'on appelle la flèche du temps qui s'écoule d'une manière et pas d'une autre, justement. Et ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on peut se poser des questions, puisque les scientifiques se demandent pourquoi il y a un écoulement du temps dans une direction et pas dans une autre. Cet espace est en expansion, ce qui veut dire que l'énergie continue toujours de circuler. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les individus ne sont pas séparés, mais sont toujours reliés par rapport à cette énergie. Alors en gros, le temps n'existe pas, selon beaucoup de scientifiques. C'est effectivement cela. Alors, c'est-à-dire que le temps n'existe pas parce qu'il y a un éternel présent. D'ailleurs, les anciens textes en parlent, notamment les textes indiens, j'y reviendrai peut-être ensuite, pour parler un petit peu de leur conception du temps. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'avec nos perceptions propres, l'ouïe, la vue, les deux primordiales pour essayer de comprendre, est-ce que on est apte à comprendre ce phénomène? C'est-à-dire que le temps, c'est quelque chose d'assez compliqué à expliquer, mais on sait aujourd'hui que si le temps est linéaire, ça veut dire qu'on décode, nous, avec nos perceptions, la vue, l'ouïe en particulier, d'une certaine manière, ce temps. On a l'impression que les choses se passent à la suite, les événements se passent à la suite, mais en fait tout est relié parce que c'est une énergie. Tout est ici et maintenant. C'est ça. En fait, c'est la façon dont notre cerveau décode des informations qui nous fait penser que les choses se déroulent d'événement en événement. En fait, je vais donner un exemple. Par exemple, quand on se sent bien sur un moment présent, si on est avec quelqu'un, qu'on se sent bien, eh bien, le temps, on ne le voit pas passer. Ce que je veux dire, c'est que... Le temps s'arrête. Voilà. C'est la perception du temps est liée à l'expérimentateur, à la conscience.
quelque chose que l'on n'aime pas, on aura l'impression que le temps va s'écouler très lentement. Ah, c'est vrai que c'est souvent comme ça dans la société, en plus, dans laquelle on vit, hein. Bien Quand sûr, on fait quelque chose qu'on n'aime pas, on regarde tout le temps la montre, on se dit putain, l'heure ça passe pas, c'est chiant, tout ça. Et comme tu dis, quand on vit un bonheur ou quand on embrasse une personne qu'on aime, ah bah là le temps, enfin voilà, c'est comme s'il n'existait plus le temps. Le temps s'arrête. exactement. C'est parce que en fait, c'est en liaison avec la conscience et la conscience de l'individu, mais aussi la conscience universelle, parce que c'est lié. Les deux sont liés. On parle de conscience là. En fait, l'expérimentateur, c'est-à-dire l'individu, avec sa propre conscience, va décoder les événements, va les Mhm. décoder et aura une certaine perception du temps qui passe. Voilà pourquoi, dans des situations de stress intense, de stress important, Mhm. il y en a même qui vivent des moments où ils ont l'impression que les choses se figent presque, se déroulent plus de la même manière. Moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais il y a d'autres personnes qui vivent ça. On a Ah, qui l'impression reste que bloqué quoi. voilà, c'est comme Ouais. s'il y avait un ralentissement, parce qu'en fait, c'est en rapport avec la conscience, la perception de l'individu. Et on a tous, chacun, notre propre perception. Ça, ce sont des éléments Ah qui oui, ça tendent. c'est bien de le souligner ça. Chaque individu ne voit pas les choses comme les autres, comme son voisin, comme son ami, ses amis, tout ça. Chacun a sa perception, hein. C'est ça c'est quand même étrange ce truc-là, hein. On voit pas la même chose, on voit différemment. Mais effectivement, parce qu'en plus, comme on disait, au niveau des cinq sens, on n'est pas tous un petit peu logés à la même enseigne, c'est-à-dire que des gens vont plus avoir une acuité visuelle plus importante que d'autres, Mhm. vont avoir une ouïe différente, enfin pas entendre les mêmes décibels. Enfin, ça c'est un petit peu pour poser un petit peu le canevas au niveau des sens que l'on a tous, et donc du point de vue de l'observateur en tant qu'individu, effectivement. Chaque humain vit dans un monde différent, on pourrait dire. Et c'est là où justement que c'est intéressant ce que tu dis, Olivier, parce que d'une certaine manière, on pourrait dire que chaque individu a son propre univers. Et il est dans l'univers, la conscience universelle qui Et nous c'est ça entoure. qui est incroyable, hein. Ouais, Franchement, moi, je trouve ça passionnant, hein, comme sujet. c'est Vraiment. extrêmement passionnant. Bon, c'est un sujet complexe, mais qu'il faut que c'est bien si les gens s'y intéressent pour essayer de comprendre que justement la perception que l'on a en tant qu'individu n'est peut-être, comme tu viens de dire, pas la même que celle de mon voisin, par exemple. Eh On n'est oui, pas, eh oui. voilà. Donc les moyens qu'ont chaque individu peuvent différer du voisin à moi. Enfin bon, par rapport à cet univers. Et donc, ça, c'est déjà la première chose, parce que si le temps n'existe pas, déjà, ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui semble déjà, à la base, assez virtuel. Hein. Il faut Mm. savoir que dans les années Ouais. 70, il y a déjà un scientifique, non, pardon, c'est pas un scientifique, c'était un écrivain de science-fiction qui avait écrit un ouvrage et il avait fait une expérience en prenant du pain total, qui est un sérum de vérité. Et si j'en parle, c'est très intéressant. Je crois que tout le monde va comprendre rapidement. C'est que il a écrit ensuite un livre, bon, bien sûr de science-fiction, mais il a fait une conférence en France à la suite de cette expérience où il expliquait déjà la théorie de l'univers virtuel, qu'on était dans une matrice virtuelle. Il s'est rendu compte de certaines choses au niveau des perceptions. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux film Matrix dont on parle tous est basé sur les travaux de cette personne, en fait. Après, dans le film Matrix, il y a d'autres choses qui interviennent, comme par exemple certaines religions ou certaines croyances anciennes. Mhm. Donc, il y a un ensemble. Mais à la base, c'est ça. Des travaux qui sont sortis dernièrement aussi, qui parlent clairement avec des scientifiques aux États-Unis, qui parlent de cette matrice virtuelle et qui ont, avec les ordinateurs que l'on a actuellement, on sait maintenant que l'on peut recréer toute la vie d'une personne sur informatique, mais même les émotions, même tout ce que l'on vient de dire. Donc ça veut dire que c'est totalement faisable. On peut recréer grâce à la puissance des ordinateurs actuels
la vie entière d'une Ah ouais, personne. mais là, c'est quand même effrayant parce que si maintenant, nous les humains, on peut recréer la vie, comme tu dis, mais ça voudrait dire tout simplement que d'autres entités supérieures, ou des, comment on appelle ça, les IS, les intelligences supérieures, comme le dit Jean Cazot, ça voudrait dire que ces êtres-là auraient pu recréer tout ça, étant donné qu'ils ont une évolution beaucoup plus avancée que nous. Mais c'est quand même effrayant, quoi, de ce point de vue-là, hein, je trouve. C'est absolument effrayant et tu as parfaitement compris. Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que justement, les travaux, là, les derniers travaux dont je parlais, là, des chercheurs scientifiques américains, Mhm. ils pensent clairement, hein, que leurs conclusions sont claires. Ils pensent que nous sommes dans une matrice et que cette matrice a été faite effectivement par des intelligences supérieures. Et là, du coup, essayer de reproduire tout ça, c'est se prendre un peu pour Dieu. Ben, absolument. C'est pour ça que on peut se poser dès lors de nombreuses questions. C'est pour ça que je parlais de la perception. Est-ce que les moyens que l'on a, c'est un peu comme si par exemple, pour donner un autre exemple, parce que je voudrais quand même être clair, c'est un sujet difficile qu'on Oui, aborde c'est aujourd'hui. très très complexe. C'est En très effet, ouais, complexe. la matrice très complexe à décrire. Et c'est pour ça que j'essaie d'en savoir plus et que tu expliques ça aux auditeurs qui ne seraient pas initiés à la matrice, hein, parce que c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, hein. C'est très difficile. En plus, ça fait intervenir de nombreux domaines. Euh, m- mais là où je voulais en venir par rapport à ça, aux travaux de ces chercheurs scientifiques qui pensent qu'effectivement nous pourrions vivre dans un univers virtuel. Alors effectivement, ça évoque aussi certaines choses comme des films comme The Truman Show, des choses comme ça, hein. On se demande s'il n'y a pas des initiés qui sont au courant depuis très longtemps Très de bon cette film, Truman Show d'ailleurs, hein. voilà, alors je prends celui-là en exemple, mais on a aussi des mythes anciens, comme par exemple Platon qui parlait du mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est aussi une version, on pourrait dire, Matrix, mais à une époque, comment dirais-je, Platon qui formule ça à son époque, ça semble assez incroyable. Donc le mythe de la caverne, ce sont des humains qui sont enchaînés face aux parois d'une caverne Mhm. et il y a un grand feu derrière et avec les ombres, eh bien ça fait des images comme un peu des ombres chinoises sur les murs de cette caverne et les individus qui sont donc face à la paroi de cette caverne, ça fait un peu comme un écran. Ils ont l'impression de ce qu'ils voient, c'est la réalité. Jusqu'au jour où il y en a un qui arrive à réfléchir un petit peu plus, il se défait de ses chaînes et se rend compte, en sortant de cette caverne, que il était dans quelque chose de virtuel, puisqu'il là, il voit la lumière du soleil, il voit que il y a la planète, tout ça. Et en fait, en sortant de cette caverne, il se rend compte qu'effectivement, il y avait une forme. On peut dire que c'est déjà des mythes archaïques sur la matrice actuelle. C'est-à-dire que déjà, on peut se poser la question comment Platon a pu formuler une telle chose à son époque, s'il n'était pas au courant. Alors, c'est possible qu'il l'ait juste Comment formulé. a-t-il pu imaginer un truc pareil déjà? Ouais, c'est vrai. Oui, oui. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les scientifiques aujourd'hui et leurs travaux, qui nous disent que nous sommes dans une réalité virtuelle, Mhm. on comprend un petit peu mieux les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche un petit peu comme l'informatique. C'est-à-dire que si, par exemple, moi, j'ai un ordinateur et que j'essaie de lire un programme, mais que mon ordinateur n'a pas les capacités suffisantes pour lire le programme, Mhm. il va pas pouvoir forcément restituer l'ensemble du programme. Décrypter tout ça, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et c'était ça l'analogie que je voulais faire, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme ça que c'est un petit peu dans l'état dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que nos perceptions à nous, eh bien, ne nous permettent pas de décrypter l'ensemble du programme, si je suis clair, de l'univers. Voilà, et de la même, de la matrice aussi. On ne peut pas complètement décrire la matrice. Non, On peut effectivement. juste imaginer ce que ça pourrait être. C'est ça en fait, si j'ai bien compris.
Oui, on peut imaginer, mais en même temps, il y a des recherches très sérieuses qui évoquent maintenant ces possibilités-là. Et ce qui est important aussi, le fait que nous ne sommes pas, et ça maintenant, quasiment tous les physiciens pensent ça, que nous ne sommes pas dans un simple univers, mais dans un multivers. C'est-à-dire qu'il y aurait d'autres dimensions. Alors pour donner aussi un exemple, c'est un petit peu comme si quelqu'un qui se trouve dans un appartement, donc admettons que l'appartement en question c'est l'univers, mais il ne sait pas qu'à côté il y a d'autres appartements et avec des personnes qui vivent dedans. C'est-à-dire c'est ça les univers parallèles. C'est un peu comme la théorie du poisson rouge. Hein, il est dans l'aquarium, mais il ne sait pas ce qu'il y a au-dessus de lui. Et dès qu'une main elle plonge dans l'aquarium, là il se retrouve confronté à quelque chose d'inconnu. Exactement. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que en plus justement les poissons n'ont pas les perceptions au niveau des dimensions, c'est-à-dire les 4 dimensions, le temps, la largeur, la longueur, Bah, la c'est quasiment hauteur. du 2D en fait, je crois. C'est Hein. exactement ça, c'est Ouais. du 2D. Donc d'un seul coup, ils se retrouvent en dehors de leur univers, hein, enfin de leur univers, de leur microcosme. Bah oui, Et imaginons qu'un être humain chope le poisson dans l'aquarium, là il se retrouve dans un autre... pour lui c'est une autre dimension quoi en fin de compte. Hein. mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je parlais au niveau biologique de la constitution de l'individu, des perceptions que l'on a, et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si nous on nous présentait autre chose avec nos perceptions, est-ce que d'un seul coup on serait peut-être un peu aussi désorienté, puisque on sait maintenant qu'il y a d'autres dimensions dans le sens où ce multivers inclut d'autres dimensions, qu'il y a des univers les uns contre les autres. C'est un peu comme des bulles Mhm. qui sont les unes contre les autres. Et Alors, tu sais, ce qui est intéressant là, on pourrait peut-être penser que les abductions, c'est un peu comme le poisson rouge dans son aquarium, pour nous, hein, en tant qu'humains. bah, Peut-être que justement, on est amené dans une autre dimension et que c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à décrire, parce que les récits d'abduction sont très souvent complexes, hein, très souvent complexes. Hein. alors moi, j'en arrive justement à ce que tu viens de dire, au niveau des conclusions. C'est-à-dire que, par exemple, le phénomène de temps manquant, c'est pour ça qu'on parlait au début d'émission Ah voilà, voilà. de la perception du temps, effectivement. Eh bien, quand il y a des temps manquants, bon, il y a une relation avec le subconscient Hmm. aussi, Hmm. mais juste pour parler du temps, à ce moment-là, il y a ce phénomène de temps manquant. Or, si on change de dimension, si les individus changent de dimension, on se retrouve dans une autre dimension, les lois, entre guillemets, les lois physiques que l'on connaît ne sont plus les mêmes du tout. Hmm. Ça peut être complètement inversé, ce qu'on appelait la flèche du temps, ça peut être complètement dans l'autre sens, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que les scientifiques n'expliquent pas. Pourquoi le temps s'écoule d'une manière et pas dans une autre? Pourquoi ça va dans un sens et pas dans un autre? C'est et donc D'après ce que j'ai déjà entendu d'ailleurs, excuse-moi de te couper David, mais j'ai entendu que les aliens, pour certains, nous verraient de l'extérieur, mais comme sans passé et ni futur. C'est-à-dire, tu parlais de la flèche de temps là. Alors sur une ligne, mais ils verraient tout d'un seul coup, tout en même temps. voilà, c'est ça, mais c'est aussi ce que des expérienceurs de NDE disent, parce que en fait, ces dimensions-là, nous, elles ne nous sont pas accessibles physiquement, je parle, hein, mais elles seraient accessibles par d'autres entités ou alors par ceux qui font des NDE, qui ils vont dans d'autres dimensions. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'effectivement, quand on lit certains témoignages d'expérienceurs de NDE, on a exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire des gens qui disent mais j'ai l'impression que tout est en même temps, tout Voilà. se passe en Ouais. même temps et qu'il n'y a pas aussi au niveau de l'espace de distance, c'est-à-dire ils peuvent aller rendre visite à quelqu'un qui habite dans une autre ville, hein, et Mhm. comme ça, d'un seul coup, il n'y a pas. Donc on voit bien, comme je disais au départ, donc le temps et l'espace sont liés. Donc s'il y en a un qui peut être influencé, forcément l'espace également est influencé. C'est ce qu'on appelle aussi au niveau de la relativité les ponts Einstein-Rosen. Et les ponts Einstein-Rosen, ce sont les trous de verre, c'est-à-dire des espèces de vortex
c'est popularisé souvent dans les films. Tu as vu Interstellar, je le sais, moi aussi, il est Ah, formidable. sublimissime. Hein. Ouais. Ce film-là raconte tout. Il faut absolument que nos auditeurs voient ce film au plus vite. C'est un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment un chef-d'œuvre ce film. Hein. Il est absolument bien fait, mais il raconte exactement cette théorie-là des trous de verre, des ponts Einstein-Rosen. C'est-à-dire que moi, je ne crois pas que les entités qui viennent nous rendre visite le font avec des moyens conventionnels. Ça semble absolument farfelu de penser ça. Ils n'ont pas des fusées comme on a, ils n'ont pas Ariane 5, ils n'ont pas tout ça. Donc, il y a une autre façon de procéder. La seule explication, en tout cas à l'heure actuelle, d'après les travaux que l'on a, et par rapport aussi, c'est en lien avec cette histoire de réalité virtuelle, ça implique forcément des dimensions. Qui dit autre dimension dit que l'écoulement du temps et l'espace ne sont plus, entre guillemets, configurés de la même manière. Oui. Donc voilà pourquoi des entités pourraient venir chez nous en empruntant certains vortex qui relient les univers. Je crois que la matrice entre en lien, comment dirais-je, envoie, pas forcément envoie, mais les informations, on les reçoit plus dans le subconscient que dans le conscient. Je vais donner un exemple, ça c'est aussi des travaux qui ont été effectués, c'est-à-dire que on sait que par exemple, quand on fait quelque chose, déjà, bon ça c'est connu, 98% environ des choses que l'on fait ne sont pas des choses du domaine du conscient, mais du subconscient. Le subconscient, lui, il est à l'affût tout le temps. C'est lui qui s'occupe des choses sur le moment présent, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, le conscient, lui, il est pas là, il n'est pas présent. Voilà pourquoi les séances de méditation ont pour but, en règle générale, d'entraîner le conscient à être dans le moment présent. Parce que sinon, c'est le subconscient qui s'en occupe. Le subconscient, c'est lui qui appréhende toutes les choses autour de nous. C'est lui qui est en état d'éveil tout le temps. Par exemple, si je donne un exemple, quand je me lève et que je vais préparer un café, c'est déjà quelque chose que j'ai fait auparavant. Donc, c'est pas quelque chose où j'ai besoin d'avoir sur le moment présent une conscience particulière de ce que je vais faire. Parce qu'en fait, le subconscient, c'est une bibliothèque d'expériences vécues. Alors, à partir du moment qu'il y a des expériences vécues qui sont répétitives, elles rentrent dans cette base de données. Elles rentrent dans la base de données du subconscient. Ce qui fait que quand je veux faire quelque chose qui est similaire, donc préparer un café par exemple, là c'est le subconscient qui recherche automatiquement, entre guillemets, le programme je vais faire un café. Tu vois, Olivier ? Oui, ça c'est un truc... ouais. Moi je vois ce que tu veux dire. Et pendant ce temps-là, le conscient, lui, il est ailleurs. Il pense, généralement, il va penser... un automatisme, tu veux dire, ouais. Voilà. Et le conscient, pendant ce temps-là, il est ailleurs. Le subconscient, c'est le pilote automatique à chaque fois. Ouais. A contrario, si par exemple, à la fin de mon année de travail, je dois aller, par exemple, pour des vacances à une destination que je n'ai jamais faite. Je n'ai jamais fait cette destination, donc là, dans la banque de données du subconscient, il n'y a pas le programme. Tu vois ce que je veux dire ? Bah oui, parce que ça ne rentre pas dans l'automatisme, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Voilà, donc c'est quelque chose pour laquelle tu dois être conscient. Ah bah t'as tout compris à ce que je voulais dire, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Donc dans ces cas-là, là le subconscient, lui, il aura beau chercher dans sa banque de données, il n'y aura rien. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, là, on peut dire que là, l'individu est conscient. Hormis les choses répétitives, s'il prend une voiture, eh ben c'est le subconscient qui s'en occupe, parce qu'il sait comment conduire la voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, pour le trajet en lui-même, c'est-à-dire sortir la carte, vérifier, comprendre le trajet, regarder le nombre de kilomètres, regarder les panneaux routiers, là, c'est le conscient qui s'en occupe. Parce que ça... Il paraît même qu'on serait, tu sais, là tu parlais quand on roule une voiture, qu'on est concentré sur, par exemple, l'autoroute, il paraîtrait même qu'on serait en état hypnotique, parfois. Mais c'est exactement ça. Mais il y a des tas d'exemples comme ça. Par exemple, quand tu lis un ouvrage, pareil, le subconscient il est habitué à lire, peu importe si c'est un ouvrage que tu n'as jamais lu. Donc,
l'automatisme, le subconscient va sortir de la bibliothèque. Pareil, hein, je prends toujours des analogies. Va télécharger le programme lecture et donc tu vas lire comme ça et tu peux t'hypnotiser, c'est-à-dire tu peux passer un chapitre entier à lire et te rendre compte que tu as passé plusieurs pages et te dire mais mince, j'ai lu mais je me rappelle plus exactement ce que j'ai lu. Bon, ça rentre dans le subconscient, les informations rentrent dans le subconscient quand même, mais de manière consciente, tu te rends compte que t'étais pas là, quoi. Et puis qu'on ne peut pas utiliser ces informations-là parce qu'on n'a pas été suffisamment captivé par la lecture. Oui, exactement. Alors ça, c'est aussi important. C'est pour ça que là, on rentre dans quelque chose justement qui est intéressant, c'est-à-dire au niveau de l'émotion. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que plus on disait au départ, la perception du temps était liée à la conscience et aux émotions. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si quelque chose nous captive, c'est-à-dire quelque chose qui force à ce que l'on soit non seulement conscient, mais en plus attentif, effectivement, là c'est que du domaine du conscient, c'est plus le subconscient. Et à partir du moment où on est attentif à quelque chose, effectivement, là ça rentre mieux dans notre banque de données du subconscient et on se rappelle mieux des choses. C'est sûr que si on n'est pas attentif, on pourra pas. Tiens, David, j'ai une question. Oui. Est-ce que cette matrice concerne uniquement notre planète ou tout notre univers entier? Franchement, là, c'est une bonne question. Encore une fois, je pense que c'est pareil par rapport à l'espace en général. C'est-à-dire que ce qui peut se passer d'un autre point de l'univers, peut-être que, admettons, s'il y a des individus sur notre planète, ils n'auront pas la même perception que ce qu'on a, nous, sur notre planète. Parce que là, je te pose la question là, parce que les frères Bogdanov, qui avaient écrit un livre, je crois que c'est un des derniers livres, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, avant le Big Bang, tu sais, c'est qui parle par rapport avant le Big Bang, ce qui s'est passé avant. Et ils donnent l'exemple du CD, tu sais, ou du DVD, que tu mets dans le lecteur. Et que tout, en fait, tout a été écrit, toutes les données sont sur le DVD, et qu'il y a quelqu'un, ils ont donné cet exemple, qui a mis donc le DVD dans le lecteur, et c'est un peu ce qui s'est passé pour la création de l'univers, avant le Big Bang, que tout a été prévu à l'avance, toutes les données étaient déjà écrites à l'avance. Et c'est exactement ça. Alors je me suis peut-être mal pris, c'est exactement ce que je voulais dire. Pourtant, j'ai pas lu entièrement leur livre, mais c'est exactement là où justement je voulais en venir, c'est-à-dire que en fait, à la base, si on prend la théorie, alors les Bogdanov sont vraiment pro la théorie du Big Bang parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même d'autres scientifiques qui croient que c'est pas forcément la bonne théorie, le Big Bang. Et je dois quand même dire, je dois avouer que j'aime beaucoup la théorie des Bogdanov. Je trouve que là, ils ont été hyper loin et c'est quelque chose qui me parle, qui me semble possible, tu vois. Alors, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'en plus, quand ils ont commencé à faire leur recherche et puis à présenter leur thèse en doctorat, c'est qu'ils se sont mis à dos un nombre impressionnant de scientifiques et que ils ont eu d'énormes problèmes et ils ont dû changer de directeur de thèse parce que il y avait plein qui voulaient absolument pas supporter leur thèse. Alors moi je pense que c'est assez ça, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont contenues en termes d'information déjà dès le départ. Effectivement, l'analogie comme ça, c'est un peu ça que je disais tout à l'heure, les capacités d'un ordinateur à lire des informations et que si l'ordinateur n'a pas la possibilité de lire totalement les informations, par exemple d'un logiciel, ne pourra pas avoir toutes les informations. Mais ça peut expliquer énormément de choses, cette théorie-là. Oui. Ça peut expliquer énormément de choses. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Ça peut expliquer, entre autres, des choses qui sont d'un autre domaine, mais qui sont en relation. Par exemple, tout ce que disait Freud au niveau de Freud, Jung, tout ça, Carl Jung, qui était aussi psychanalyste.
au niveau de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est aussi une autre façon de parler de certains phénomènes, par exemple ce qu'on appelle le syndrome du centième singe. Le syndrome du centième singe, c'est la capacité qu'auraient des individus à recevoir des informations d'autres personnes alors qu'ils ne sont pas en liaison. Je vais donner l'explication de base. En fait, il y a eu sur une île des singes à qui on avait donné des patates douces. Et les singes mangeaient des patates douces comme ça, crues. Et bon, c'est pas très bon de manger des patates douces crues comme ça, pas cuites. Et jusqu'au jour où il y a eu un singe qui a eu l'idée d'aller laver ses patates à lui dans l'eau pour les adoucir et qui s'est mis à les manger. Les autres singes ont vu ça et se sont mis à faire la même chose. Et du coup, toute la communauté de singes s'est mis à faire la même chose. Très bien. Seulement, il y avait une autre île à côté. Et il y avait une autre île. Et sur cette île, il y avait aussi des singes à qui on a donné des patates douces. Et ces singes, avant même d'essayer de les manger de manière crue, ont tout de suite été les laver dans l'eau avant de les manger, comme s'ils avaient reçu l'information. Ouais. Exactement, tu comprends ce que je veux dire, parce que encore une fois, tout ça c'est très complexe à expliquer. Et c'est ça qui est intéressant. Et là, les scientifiques se sont dit, mais qu'est-ce qui se produit? On appelait ça le centième singe parce qu'il y avait des tas de singes qui ne le faisaient pas, et jusqu'au jour où il y en a eu un en particulier qui l'a fait. Donc on s'est dit, c'est le centième. Enfin bon, c'est une expression. C'est une expression. Alors, donc là, on peut se poser beaucoup de questions et ça a lancé pas mal de pistes de recherche. Donc, est-ce qu'il y aurait des informations que les gens se transmettraient de manière inconsciente et qui viendraient à eux? Par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, on sait qu'avant la catastrophe naturelle, par exemple, il y a des animaux qui vont fuir un endroit avant un séisme, qui vont fuir alors qu'il ne s'est rien produit encore. Hein. Ou avant, par exemple, un tsunami, comme il y a eu, par exemple, en Indonésie, les animaux, eux, ils ressentent déjà ça. Ils ressentent. Donc, ça veut dire que l'information, c'est comme si elle était déjà présente, mais que ça revient à ce qu'on disait au niveau de la perception. Comme eux, ils ont une perception plus fine. Enfin, tout dépend des animaux, mais ils ont une perception, en règle générale, parce qu'ils sont encore au contact de la nature, beaucoup plus que les êtres humains, reçoivent cette information auparavant par rapport aux humains, parce que les humains n'ont rien fait ce jour-là avant. C'est au moment où s'est produit la chose que là, c'était un petit peu trop tard. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est moi, je pense que les informations sont déjà contenues justement dans cette matrice. Et que les personnes, suivant les personnes, des personnes qui sont plus sensibles, hypersensibles, vont recevoir ces informations. Là où je veux en venir, c'est, on dit toujours que le langage universel, par exemple, s'il y a des entités, il faudra essayer de leur parler sous code binaire avec des moyens mathématiques. Eh bien, moi, je pense en fait que le langage universel, le vrai langage universel, c'est le langage émotionnel. Un exemple tout simple. Quand on a des animaux de compagnie, on leur donne pas des codes binaires, on leur donne rien, mais par contre, il y a une communication émotionnelle qui s'établit entre eux et nous. Il y a une communication émotionnelle. Donc, je pense que le vrai langage universel, c'est le langage émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes dans une conscience universelle, l'univers, comme on l'appelle, cette conscience a des émotions qui rentrent en interrelation avec les individus, mais quand je dis les individus, c'est aussi les animaux, enfin tout, l'ensemble, puisque l'univers est un tout. Et donc, c'est un langage émotionnel. Alors, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des moyens de contrôler cette matrice? Je pense qu'il y a des moyens de contrôler cette matrice, tout au moins sur certains points, parce que moi je pense qu'il y a d'autres entités dans d'autres dimensions, et que ces entités sont bien plus avancées, bien plus évoluées, et ont compris la réalité de cette matrice virtuelle. Je pense même que d'une certaine manière, il n'est pas impossible, ça c'est une théorie, hein, que certaines entités veuillent s'échapper de cette matrice et se serviraient plus ou moins des humains pour le faire, quoi. C'est-à-dire au niveau des énergies, en fait, de cette matrice virtuelle.
contrôler cette matrice, je pense, puisque Attends, tu dis certains des entités qui voudraient sortir d'une matrice virtuelle, c'est ça? de la matrice Mais virtuelle, oui. si nous, les humains, nous sommes déjà dans une matrice, ça voudrait dire que eux aussi sont dans une autre matrice ou dans la même matrice? Je pense qu'il y a la matrice comme ça où nous Ouais. sommes, où il y a d'autres dimensions, et que dans cette autre dimension en gros, cette matrice, il y a plusieurs Ah d'accord, dimensions. donc ah ouais, là ça serait une matrice avec plusieurs dimensions. Voilà, c'est ce que je pense. Et je pense qu'il y a des entités qui sont dans une autre dimension de cette matrice et qui veulent s'en échapper. Ce serait peut-être ça justement ce qui se produit sur notre planète, On pourrait c'est-à-dire qu'ils se penser servent de des nous, dimensions inférieures, c'est ça? voilà, et qui veulent s'échapper de cette matrice aussi parce qu'ils s'en sont rendus compte peut-être sans doute avant Mhm. nous et qui se serviraient des humains pour pouvoir s'échapper de cette matrice virtuelle. Alors ça voudrait dire, ça inclurait qu'il y a encore une conscience supérieure à Ouais, ces mais du entités, coup, ils se effectivement. Ouais. serviraient des humains, mais pour atterrir dans une autre matrice, tu vois le truc? C'est possible, il y a un film comme Ouais. ça qui s'appelle, parce qu'on parle toujours de Matrix, c'est un film qui est très intéressant qui s'appelle Passé Ah oui, virtuel. oui, je Je l'avais sais pas vu, si ouais. tu as... Ouais, il était bien, hein. Il Ah, était voilà. bien comme film. Ouais. Bah, justement, ils sortent entre guillemets déjà d'une dimension, mais ils retournent dans une autre et ainsi de suite, et ça ne s'arrête Et pas. là, on peut se demander à quoi bon. Ouais, bah oui, c'est ça. Et, alors, comme tu disais au départ, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur quand même, toute cette Eh histoire. oui, et Et, pourquoi sortir d'une matrice pour en retourner dans une autre? C'est ça aussi que j'essaye de comprendre, hein. je suis bien d'accord, mais peut-être parce qu'au départ, toi, tu penses que en sortant de celle-là, après, c'est bon, t'es tranquille, t'es libéré, et si t'es peut-être pas obligé de savoir qu'il y en a une autre, que ça continue. Eh oui, Voilà. ouais. Et c'est ça la subtilité de cette chose. Mais je trouve que ce film-là est intéressant à voir à Tu ce vois, quand on niveau-là. parle de tout ça, tout de suite, je m'imagine les poupées russes. Voilà. Hein, un ensemble de Ouais. poupées russes, donc un ensemble de mondes, de planètes, d'univers qui seraient ronds et petit à petit, tac, 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 qui sont comme les poupées russes, quoi. Voilà. Exactement. Exactement. Moi, je pense que c'est ça. Et donc, en fait, ça peut expliquer beaucoup de choses. Déjà, comme on disait au départ que comme le temps, c'est un éternel présent. D'ailleurs, à ce sujet, j'avais dit que je voulais parler un petit peu de certains textes anciens, notamment les textes, enfin, ça va pas durer longtemps. Les textes indiens, c'est sans doute de l'Inde ancienne, sont sans doute les plus intéressants à ce sujet-là, parce que ils imaginent le temps non pas de manière Mhm. linéaire, hein, et la perception du temps non pas de manière linéaire, mais de manière cyclique. Ça veut dire que on part d'un point pour revenir à un autre, et comme ça sans cesse. Alors, est-ce que ça serait pas en relation justement avec cette matrice? Un C'est-à-dire, cercle. si, voilà, si on ne sort pas de cette matrice, eh bien, les choses se répètent comme ça. Les Ah choses ouais, se ça c'est répètent. intéressant ce que tu dis là, ouais. Bah, oui, c'est intéressant. Encore une fois, c'est complexe à Mhm. expliquer, mais il y a vraiment beaucoup de données là-dessus. Alors, par exemple, donc justement, les textes indiens qui divisent une espèce de cercle comme ça qui s'appelle la roue du temps et en plusieurs segments. Et il y a un segment qui s'appelle le Kali Yuga, et ça serait cette période de temps dans laquelle on est actuellement. D'accord, chaque période. Mais en fait, en fin de compte, on reviendrait à chaque fois dans ces périodes-là, à chaque fois, hein, infiniment. Voilà. C'est-à-dire que là, on serait dans ce qu'on appelle le Kali Mhm. Yuga. Ils disent que c'est l'âge de fer. Alors, il y a un texte qui s'appelle le Vishnu Mhm. Parana, et cet ancien texte sacré indien, et là tu vas comprendre où je veux en venir, alors ça a été écrit il y a très longtemps. Il dit que dans cette période donc du Kali Yuga, qui correspond à notre période Mhm. actuelle, il dit que les chefs qui régneraient sur Terre seraient des gens violents et s'empareraient des biens des gens. Et que ceux qui seraient des paysans, des commerçants, devraient abandonner leur métier, et que les chefs, par l'impôt, voleraient et déposséderaient leurs sujets et mettront fin à la propriété privée. Les valeurs morales et le règne de la vie s'affaibliraient
de jour en jour, jusqu'à ce que le monde soit complètement perverti et l'incroyance l'emportera parmi les hommes. Voilà ce que ça dit. Alors ça correspond. Alors c'est juste incroyable parce que si dans les textes indiens, ils se sont aperçus qu'effectivement, quand bien même c'est la perception du temps, pour eux ils la voient ils la voient circulaire et que les choses se répètent, ils savaient qu'il y avait des périodes comme ça qui reviendraient et que ces périodes seraient propices à certaines choses, que ce soit sociologiques, politiques, humaines, qui se dérouleraient pendant cette période. En gros, ils peuvent déjà prédire l'avenir, quoi. Bah, exactement. Et la période qui suit ce fameux Kali Yuga, c'est le Satya Yuga. Et ça, c'est l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est là où justement les gens s'éveillent, les gens ont des perceptions qui sont plus accrues, plus importantes par rapport à l'univers, par rapport à leur place dans l'univers, dans cette conscience universelle, je préfère, parce que c'est plus intéressant à expliquer comme ça, cette conscience universelle. Sa place d'ailleurs dans mon émission. Hein. Exact. Oui, bien vu. C'est peut-être un petit peu ça. Oui, c'est un bon clin d'œil, effectivement, Olivier. Et l'âge d'or, c'est aussi quelque chose qui transparaît dans les textes anciens. C'est-à-dire que, selon certaines mythologies, effectivement, il y a eu un âge d'or sur notre planète. Il y a environ 10, 11, 12 000 ans avant le fameux déluge, qui s'est ensuite arrêté à partir de ce déluge-là. Donc on repart dans un cycle nouveau. Si oui, mais en gros, l'histoire se répète. Hein. L'histoire se répète. Donc ce qui est intéressant, c'est que si les choses se répètent comme ça, qu'est-ce que ça peut vouloir impliquer? Ça peut vouloir impliquer qu'il y a des choses que l'on n'a pas faites, qu'on n'a pas compris, et donc alors à ce moment-là, ça se répète indéfiniment. Ah oui. Ouais. C'est ça. Et donc on reste bien dans cette matrice virtuelle. Et tant qu'on n'aura pas compris, tant que l'humanité ne comprendra pas, elle répétera les mêmes erreurs. C'est exactement ce que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, et moi j'essaie de voir s'il n'y a pas un parallèle avec ça. Il y a ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Si ça dit quelque chose. Non. Ah non. La précession des équinoxes, je vais l'expliquer rapidement. La précession des équinoxes, c'est par rapport à notre système solaire. Notre système solaire, en fait, met environ 26 000 ans pour faire le tour du soleil central de notre galaxie, la Voie lactée. Et donc, il établit un cercle autour du soleil central de la Voie lactée. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait actuellement qu'on se rapproche, le système solaire se rapproche du centre galactique, du centre de la Voie lactée. Et que les gens, en ce moment, il y a un petit peu plus d'éveil. On reçoit plus d'énergie, l'énergie sous forme de photons, qui influent sur les organismes. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est démontré scientifiquement. Les photons ont une influence sur l'organisme. C'est de l'information, tout ça, encore une fois. Donc, ça rejoint ce que tu disais sur la thèse des Bogdanov. Donc, et plus on se rapproche du soleil central, c'est un petit peu comme notre soleil, si tu veux, quand il fait beau, ici, ça commence au printemps, donc les gens, ils ont plus en règle générale, ils se sentent mieux, ils se sentent plus en joie, et puis c'est aussi la période pour beaucoup d'animaux, et même humains aussi, la période de reproduction. Tout ça, c'est pareil, ce sont des choses instinctives, comme s'il y avait des programmes, comme tu disais tout à l'heure, qui s'enclenchaient dans des périodes définies. Alors là, c'est la même chose, mais au niveau du système solaire, dans son ensemble. D'accord? Et ça met 26 000 ans. Donc je pense que cette fameuse roue du temps exprimée par les textes indiens est à mettre en rapport avec ça, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, par rapport au syndrome du centième singe, il y a une autre dénomination, mais qui en fait, c'est deux choses pour parler du même phénomène. C'est on parle de l'inconscient collectif de Carl Jung, c'est-à-dire que Jung s'était aperçu, Carl Jung, qui était un psychanalyste, s'était aperçu que les gens pouvaient aussi échanger des informations comme ça, sans même se rencontrer ou sans même être en contact. Or, on
on a bien affaire à la même chose, au même phénomène qui se produit ici. Les gens qui s'échangent des informations alors qu'ils ne sont pas en contact, qui sont dans des lieux différents. Si j'en parle, c'est parce que il y a aussi des scientifiques qui ont exprimé certaines choses, comme par exemple des grands scientifiques connus, comme Nikola Tesla, bon ça tout le monde connaît un petit peu maintenant, mais il y a aussi un autre scientifique qui s'appelle Wilhelm Reich, qui était aussi un psychiatre, qui a beaucoup étudié tout ça. D'ailleurs, Wilhelm Reich a travaillé pour la CIA en 1947 jusqu'en 1952, et il a travaillé sur des projets de contrôle de la pensée grâce à l'énergie universelle, justement. Grâce à tout ça, essayer d'influencer les gens en essayant de leur faire échanger des informations alors qu'ils ne sont pas en contact. En fait, Wilhelm Reich, lui, il a découvert que tout autour de nous, il y avait une énergie qu'il a appelée l'orgone, parce qu'à la base, il s'est surtout spécialisé au niveau de la sexologie. Et il s'est rendu compte que, par exemple, quand les gens avaient un orgasme, ils libéraient une forme d'énergie particulière, hein, qui est aussi d'information, et que cette énergie était présente partout autour de nous. C'est pas le Kundalini, quelque chose comme ça? Si, mais juste, t'as tout compris, c'est en rapport. Disons qu'en fait, Wilhelm Reich, lui, il a redécouvert des choses que l'on sait depuis très longtemps, qui sont présents dans les textes anciens, c'est-à-dire l'énergie de la Kundalini. L'énergie de la Kundalini, c'est justement l'énergie qu'il y a tout autour de nous. Alors, on appelle ça la Kundalini, mais on appelle ça aussi Nikola Tesla appelait ça l'éther. C'est le principe de l'énergie, d'ailleurs. Le truc, ouais. Tu vois où je veux en venir? C'est-à-dire, en fait, on parle d'une énergie qui est tout autour de nous. Quand on parlait de l'univers qui avait un langage émotionnel, informationnel, de cette énergie, des scientifiques tout au long de l'histoire se sont rendus compte effectivement qu'il y avait une énergie qui était autour de nous, qui était présente, qui n'était pas palpable, mais qui provient justement de l'univers, et une énergie illimitée. Alors Nikola Tesla, lui, il a appelé ça l'éther, il s'en est servi pour faire des machines pour pouvoir envoyer de l'électricité d'un point à un autre de la planète. Mais par exemple, lui, Wilhelm Reich, il s'est servi de la même énergie, mais à d'autres, pour d'autres niveaux. Par exemple, il s'en est servi pour soigner des maladies. Parce qu'on peut soigner des maladies grâce à cette énergie. C'est exactement les travaux, par exemple, de certains chercheurs, comme Bruce Lipton, qui est biologiste cellulaire, et qui, lui, a compris qu'on était justement dans une matrice vivante, et que cette énergie qu'il y avait tout autour de nous, si on pouvait la contrôler, on pouvait s'en servir pour soigner des maladies. Donc chacun son domaine de compétence, mais ils utilisent tous, ces chercheurs utilisent tous la même énergie qu'il y a dans l'univers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il y en a qui appellent ça aussi la matière noire. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça, c'est les scientifiques, ils peuvent tous donner des noms différents, mais on parle en gros de la même énergie. C'est la même énergie, donc ça veut bien dire qu'il y a une énergie tout autour de nous, et cette énergie-là, bon, elle n'est pas là comme ça sans raison, donc ça veut bien dire qu'il y a une espèce de conscience, enfin quand je dis espèce, il y a une conscience universelle qui interagit. On est tous reliés à cette énergie-là entre les êtres. C'est le principe de la physique quantique de toute manière, de l'intrication quantique. C'est exactement ça. Théorie des cordes. Exactement. Voilà. Et donc, pareil, les textes anciens appelaient ça de diverses manières. Donc, l'éther, suivant chaque culture, cette énergie-là a toujours été connue et a emprunté des noms différents. Alors, on peut aussi parler de l'énergie virile avec les nazis, mais qui a aussi un autre nom pour parler de la même énergie, tout en sachant que par rapport aux nazis, il y avait un scientifique aussi à la même époque, parce qu'il y a eu plein de scientifiques aux environs de cette période, que ce soit Nikola Tesla, Wilhelm Reich, et là, chez les nazis, il y avait un autre scientifique qui s'appelait Victor Schauberger, qui lui aussi a fait des recherches sur cette énergie-là et sur certaines conceptions des forces de la nature, les vortex fluidiques, comme il appelait, et qui a découvert aussi cette énergie. Et selon certains qui pensent que les nazis avaient fabriqué des soucoupes volantes grâce à cette énergie.
Et il y avait même une société secrète qui s'appelait la société du Vril. Donc, de toute J'en avais parlé manière, avec Michel Duchesne d'ailleurs, dans une émission spéciale sur les nazis, ouais. Société du mais parce Vril. que, oui, mais moi je pense que justement, là où c'est intéressant, c'est que il suffit, si quelqu'un veut chercher quelque chose et qu'il veut pas étudier l'ensemble de toute l'histoire, je pense que la Deuxième Guerre mondiale, c'est suffisant, parce qu'on a tout. On a l'archéologie qui a été, enfin bon, il y a eu des expéditions euh, un petit peu partout pour découvrir des choses. Ils ont sans doute découvert des choses d'ailleurs. Rien que sur cette échelle de temps, hein, sur les quelques années qu'ont duré cette guerre, on peut se rendre compte de plein de choses. Bon, sans rentrer dans d'autres domaines, comme par exemple le système financier, le système bancaire, mais aussi qui est explosé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, au niveau des connaissances scientifiques, c'est très important parce que donc ça veut dire qu'il y a eu des études sur cette énergie universelle, hein, et qu'il y a eu aussi sans doute des découvertes qui ont été faites et des découvertes qui ont amené une technologie importante. Bon, il y a aussi certains chercheurs qui disent que les nazis auraient découvert, bien avant Roswell d'ailleurs, une soucoupe volante dans la forêt noire en 1936. Bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, l'endroit exact, moi je ne sais pas, il parle de la forêt noire en tout cas. Mais toujours est-il que c'est intéressant, puisqu'on sait pertinemment que de toute façon, tous ces scientifiques-là ont collaboré ensuite pour le programme de la NASA. Donc, de toute manière, il y a des connaissances qui sont détenues en secret, et ces connaissances incluent le fait que certains savent qu'il y a de l'énergie tout autour de nous, qu'il y a une matrice virtuelle, que nous sommes dans une matrice virtuelle, et que il y a d'autres dimensions, donc par conséquent, qu'il y a des univers parallèles, et qu'il y a sans doute des possibilités de passer d'une dimension à une autre, voire d'une dimension à en switcher plusieurs. Et donc c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement la grille de lecture de l'intelligence, voilà ce qu'on appelle l'intelligence, a été faite donc par les scientifiques en se basant seulement sur certaines données qui sont des données plutôt matérielles, repères dans l'espace, faculté d'apprentissage et faculté de comment dire au niveau mathématique. On voit bien dans les tests de QI, c'est toujours découvrir des suites, enfin un chiffre par rapport à une suite ou quelque chose comme ça. En fait, l'intelligence c'est bien plus vaste effectivement, et il y a ce qu'on appelle donc le quotient intellectuel, pardon, le quotient émotionnel. Voilà. Alors ça, c'est des travaux qui avaient été faits, si je me trompe pas, par des scientifiques américains dans les années 60, 70, et c'est très peu reconnu. Et moi, je pense vraiment que on ne peut pas, comment dire, quantifier l'intelligence sans parler des émotions. Voilà. C'est-à-dire que les gens, on voit bien que les gens qui sont relativement intelligents, en règle générale, sont des gens qui sont très sensibles, qui sont à l'écoute des autres. Bon, ça c'est normal, l'empathie, tout ça. Et quand on regarde un petit peu certains génies, ils étaient un petit peu comme ça, ils étaient plutôt altruistes, ils étaient pas. La plupart d'entre eux, ouais, émotifs, sensibles. Voilà. Et c'est pour ça, comme je disais au départ, que je pense que l'univers délivre des informations sous forme d'émotions. Et que les gens sensibles auraient la capacité de percevoir mieux que les autres ces informations. Il y a par exemple ce qu'on appelle des intuitions figurantes. C'est un phénomène qui est un peu mal compris. Alors, intuition figurante, c'est le nom scientifique qui est utilisé par les psychologues. Ils appellent ça des intuitions figurantes. Ils appellent ça des intuitions figurantes, c'est-à-dire, par exemple, un scientifique qui étudie quelque chose s'il essaye simplement avec des théorèmes de comprendre quelque chose, des fois il n'y arrive pas forcément. Donc je prends un exemple d'intuition figurante qu'a eu une scientifique qui est très peu connue et qui avait été,
on aurait dû lui donner le prix Nobel. On ne l'a pas fait parce que c'était une femme, la seule femme qui a été acceptée à l'époque à l'Académie des sciences. Alors, avec des génies, c'est-à-dire qu'il y avait Einstein, il y avait Niels Bohr, enfin, tous ces scientifiques-là d'époque. Et la seule femme qui a été acceptée, c'était Lise Meitner. Et Lise Meitner, c'est ni plus ni moins que celle, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'on pense souvent que c'est Einstein qui a mis au point, tout au moins sur le papier, la bombe atomique. C'est pas vrai du tout. La personne qui a découvert la façon de procéder, bon, elle n'était pas d'accord du tout pour l'usage militaire, hein, je précise. C'est Lise Meitner. Et cette dame-là était une scientifique, mais vraiment pointue. C'est-à-dire que quand elle était enfant, à l'âge de 6-7 ans, elle lisait des livres de sciences physiques, pendant que ses frères et sœurs, eux, lisaient des bandes dessinées ou des choses comme ça. Et en fait, elle était en train de travailler avec, je crois, un de ses neveux, déjà sur l'hypothèse de l'énergie atomique. Et en fait, elle n'arrivait pas à résoudre ces équations correctement. Et il se trouve qu'un jour, un de ses amis, qui était physicien aussi, l'a invité à aller faire une petite balade en forêt. Donc rien à voir, donc elle s'est arrêtée un peu pour faire une pause. Et en allant avec lui, d'un seul coup, arrivé un moment, lors de la balade, elle a voulu à tout prix rentrer dans son laboratoire et là, elle s'est mise à établir les plans correctement et des plans qui serviraient plus tard à faire la bombe atomique. Alors, je précise encore en sa mémoire tout de même, c'est qu'elle a écrit ensuite des lettres à de nombreuses reprises pour elle voulait qu'on détruise toutes ces découvertes parce qu'elle ne voulait pas qu'il y ait d'usage militaire, parce que quand elle a vu qu'il y avait eu des bombardements à Hiroshima, tout ça, elle était vraiment outrée, d'accord? Et cette dame-là a eu une espèce d'intuition fulgurante, c'est-à-dire que pendant sa balade avec son ami, d'un seul coup, et elle l'a dit d'ailleurs, tout lui est arrivé d'un seul coup, comme si elle s'était mise sur une fréquence à ce moment-là, et que cette fréquence, eh bien, par rapport à cette fréquence, elle avait reçu des informations. Alors, dans cette hypothèse de matrice, que tout serait lié et que tout, on aurait déjà les informations, un peu ce que tu disais au départ avec les frères Bogdanov, d'accord? Si on que tout serait écrit à l'avance, c'est ça. Tout serait lié, tout serait écrit. Données, ouais. Voilà. Eh bien, ça pourrait se comprendre, parce que justement, là, dans un état particulier d'émotion, si je me fais bien suivre, puisqu'elle était en compagnie d'un de ses amis, donc elle devait se sentir particulièrement bien. Et en état de bien-être alors. Voilà. Donc d'un seul coup, l'information lui est arrivée comme ça. Et ça, de nombreux scientifiques, surtout à cette période, je pense que ça peut arriver encore à d'autres actuellement, disent avoir eu ce genre d'expérience, avoir réussi à établir à faire des découvertes carrément scientifiques grâce à ce genre d'intuition. C'est-à-dire, par exemple, des scientifiques qui restent 20 ans dans leur laboratoire, mais juste avec, sans doute, justement, en utilisant simplement l'hémisphère gauche de leur cerveau, donc les données mathématiques, l'apprentissage, n'arrivaient pas forcément à obtenir ce qu'ils voulaient au niveau de leur recherche. Et puis là, en se mettant dans un autre état d'un seul coup, une autre fréquence, ils obtiennent comme des informations, et ces informations vont leur servir à faire des découvertes impressionnantes. C'est vrai que quand on regarde au niveau de l'histoire, on remarque que la plupart des grandes découvertes ont eu lieu avec ce genre de phénomène. C'est quand même assez incroyable. Et donc, il y a Lise Meitner. Alors, cette dame, elle est complètement occultée. Enfin, maintenant, on en parle un peu plus, mais elle est occultée des livres d'histoire, elle est occultée des livres que les étudiants ont sur certaines recherches. Oui, puisque, comme par exemple lors de méditation, en fait, le principe de la méditation, c'est de faire taire le mental. Le mental qui est plutôt régi par le subconscient. Et quand des personnes arrivent à faire taire leur mental, ils laissent venir les émotions. Car je pense que l'univers, la matrice,
délivrent des informations sous forme d'émotions. Ils entrent en connexion avec l'univers, avec les Exactement, données de l'univers. exactement. Donc ça rejoint donc cette thèse des Parce que Bogdanov. tout n'est que données, en fin de compte, hein. Exactement. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que comme tout est énergie, absolument tout est énergie et entre en interrelation. C'est ce qu'on appelle donc l'intrication quantique. Euh, Comme toute énergie, il n'y a pas de raison que ce qu'on appelle la connaissance, les connaissances ne soient pas aussi sous forme d'énergie. On parlait par exemple auparavant du syndrome du centième singe et d'inconscient collectif. Comment expliquer que des gens qui ne se connaissent pas, qui sont dans des lieux séparés et qui ne se sont soit jamais rencontrés, arrivent à faire des choses similaires. Alors ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant à expliquer dans un autre domaine, effectivement, mais bon, au niveau de l'archéologie, pourquoi il y en a qui auraient peut-être fait des pyramides un petit peu partout avec des mêmes moyens, c'est peut-être aussi ça l'explication, c'est-à-dire... Peut-être qu'il y aurait un lien avec l'énergie, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est peut-être que d'une certaine manière, sans parler de société globale à l'époque, mais peut-être que des personnes de ces civilisations-là ont réussi aussi à canaliser les informations, les connaissances, et se seraient mis à faire aussi de leur côté voilà, des méthodes de construction, enfin à construire des choses similaires, parce qu'ils puisaient la connaissance donc de l'inconscient collectif. Ouais, comme la théorie du centième singe, voilà. Exactement. Et que c'est pour ça qu'ils ont peut-être construit des pyramides, mais qui sont quand même assez différentes, mais qui restent des pyramides. C'est une théorie, hein, je dis pas que Oui, c'est oui, ça. que chacun dans leur coin, ils construisent des Voilà. pyramides, même si elles ne se ressemblent pas, ça reste des pyramides. Voilà, parce que Et qu'ils ont eu la même idée, en fin de compte, quoi. exactement, parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui sont capables de faire ça. Alors je sais plus quel animal il fait ça, fait des espèces de barrages. Je sais plus comment il C'est pas s'appelle. la marmotte ou quelque Si, chose voilà, comme c'est ça, ça. ouais. Et tous les autres individus font la même chose, alors que voilà, il n'y a pas forcément de. Et on remarque que ce syndrome du centième singe est aussi à l'œuvre toujours actuellement, toujours actuellement. Alors, en plus du syndrome du centième singe, donc de ces informations qui seraient délivrées à condition qu'on arrive à se mettre sur une fréquence particulière, comme le reste hein, de toute manière, puisque tout est en interrelation, tout est énergie, eh bien, en parallèle du centième singe, il y a aussi les manipulations sociologiques. Donc, les gens qui veulent manipuler la société utilisent aussi des techniques, mais là c'est plus sociologique, en rapport avec tout ça. C'est-à-dire, moi je pense que les élites savent que, comme on disait, on est dans une matrice et que la vraie règle de cette matrice, c'est la physique quantique et de comprendre que tout est lié, que tout est un. Je pense que ça c'est en relation avec le subconscient, comme on disait au départ, parce que le subconscient c'est lui qui enregistre le mieux les informations, c'est lui qui est le plus apte à enregistrer un nombre d'informations, mais en une fraction de seconde, il enregistre 10 fois plus d'informations que le conscient. Il n'y a aucun problème. Et encore, mon échelle est vraiment pas juste là. Hein. C'est vraiment impressionnant, hein, le subconscient. Donc, moi, je pense que ces élites ont des techniques pour programmer le subconscient et aussi par rapport aux informations qu'il y a dans cette matrice. Tu vois ? Et que ce sont des initiés qui manipulent toutes ces données. Exactement. Qui manipulent toutes ces données, ce qui fait que les gens font à peu près ensuite pas forcément les mêmes choses, qui savent manipuler ces données, plutôt, faudrait dire. Qui savent manipuler ces données. Voilà. Alors, afin de mieux contrôler le peuple. Afin de mieux contrôler le peuple, et puis ils utilisent aussi en parallèle avec ça, je pense que vraiment ils utilisent plusieurs choses. Ils utilisent plusieurs niveaux de manipulation. Et il y a un niveau de manipulation qui est simplement sociologique, hein, sans parler d'énergie. Et alors, ce qui est intéressant d'étudier quand on étudie justement la société, la sociologie, c'est plusieurs biais cognitifs qui existent. Il y a par exemple le biais de confirmation.
Alors ça, le biais de confirmation, c'est intéressant à étudier parce que ce sont les individus, chaque individu qui a des croyances, qui a des connaissances et qui protège ses acquis, refuse que quelqu'un d'autre arrive avec d'autres connaissances, d'autres acquis, et ne veut pas entendre parler des théories d'une autre personne, par exemple. C'est ce qu'on a, on va prendre l'exemple de l'ufologie, les gens qui pensent à des choses particulières, mais qui refusent de voir les éléments que les autres proposent. Oui, les taules-boulons, par exemple, qui ne veulent pas s'ouvrir au monde parallèle, hein, aux extraterrestres qui viendraient d'une autre dimension. C'est un exemple. Hein. C'est un exemple, disons que c'est ça. C'est-à-dire que par exemple, si on essaie d'expliquer quelque chose à quelqu'un, si on veut lui expliquer quelque chose, et que cette personne ne veut pas écouter malgré les preuves. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, comme par exemple j'essaie d'expliquer des choses même de base à des personnes. Et par exemple, une fois, j'ai un ami qui m'avait proposé effectivement de lui prêter un livre sur la théorie, comment dire, la théorie interventionniste, comme quoi on a été créé, enfin, tout au moins que l'ADN aurait été manipulé par des extraterrestres, des entités extérieures. Je lui ai prêté un livre parce qu'il me l'a demandé. Il m'a dit, bon, dans ces cas-là, je veux bien regarder cette théorie et je te dirai ce que j'en penserai. Et il m'a rendu le livre et je lui ai demandé est-ce que tu as lu le livre. Il m'a dit non. Et mais par contre, il me disait tout ce qui était dans le livre était n'importe quoi. Alors donc je lui ai demandé mais comment peux-tu savoir puisque tu n'as pas lu le livre? En fait, il avait déjà son avis auparavant. Eh oui, Parce que, bah oui. voilà, il a refusé de voir les autres éléments. Il protège déjà son acquis. Il protège ses connaissances. Il veut pas qu'il y ait d'autres connaissances qui viennent interférer. Oui, l'humain ne veut pas perdre son temps sur des choses qu'il ne maîtrise pas, hein, on pourrait dire. Mais en fait, si tu veux, le biais de confirmation, c'est quand quelqu'un a une croyance particulière, voilà, peu importe la croyance, hein, je parle pas forcément religieux, et que toi tu lui démontres que cette croyance est fausse. C'est-à-dire, je parle pas de théorie, là tu lui démontres par des preuves que ce qu'elle pense, c'est faux. Tu lui apportes toutes les preuves devant elle. Bon, cette personne, en règle générale, hormis certaines personnes qui sont ouvertes spirituellement, sinon les autres refusent. Parce que sinon ça voudrait dire, je me suis trompé pendant des années, ce que j'ai cru, tout était faux, je me suis fourvoyé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui refusent de reconnaître qui ont s'être trompées. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, c'est-à-dire que tu confirmes que la personne se trompe, mais il y a la personne dans son esprit c'est biaisé, elle ne veut pas reconnaître, et donc elle préfère continuer à dire que tes éléments c'est n'importe quoi, va trouver n'importe quoi à dire sur tes éléments. Quand tu dis aux gens que les pyramides n'ont pas pu être construites de manière comme on nous le dit officiellement, il y en a beaucoup qui croient encore que la théorie officielle est la bonne, mais quand tu leur démontres des choses, que les pierres n'ont pas pu être taillées comme ça, avec les instruments de l'époque, avec les outils de l'époque, les gens... Mais c'est aussi une façon de pas admettre qu'on est complètement dépassé par les événements. Hein. C'est ça, mais le biais de confirmation, c'est un biais qu'on fait tous, et ça aussi, les gens qui nous manipulent se servent de ça, c'est-à-dire ils misent sur le fait que les gens ne vont pas s'écouter, ne vont pas écouter et ne vont pas remettre en question leurs propres acquis, quand bien même on leur démontre des preuves. Eh oui. Voilà. Il y a un autre biais aussi important qui s'appelle le biais de socialisation. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, mais bon, je connaissais ça aussi auparavant. Le biais de socialisation, en fait, c'est, admettons que tu fais une expérience. Tu prends 9 personnes avec toi, et les 9 personnes, tu leur dis, avant d'aller par exemple dans une classe, tu leur dis, voilà, je vais faire une expérience. Je vais vous dire 4 plus 4, ça fait pas 8, ça fait 9. Et vous marquez tous, ça fait 9. Même si vous savez que c'est un faux résultat. Sauf une personne, une 10e personne, où tu ne lui dis rien. Donc les gens rentrent dans la classe, donc tu mets ton opération sur ton tableau, donc 4 plus 4, donc bien sûr tout le monde sait que ça fait 8, et donc
les 9 élèves sont au courant qu'il faut marquer 9, ils vont tous marquer 9. Évidemment, arrivé la 10e personne va être étonnée, va dire comment se fait-il que là, d'un seul coup, tout le monde dise que ça fait 9 alors que moi je sais que ça fait 8. Eh bien, 8 à 9 fois sur 10, la personne, quand bien même elle sait que ça fait 8, ne va pas le dire. Elle va marquer 9 pour faire comme les autres, c'est-à-dire pour rester dans le groupe. Dans le moule. Voilà, parce qu'elle sait très bien que si elle dit bon écoutez, mais non, je sais que ça fait 8, elle va se prendre les 9 autres personnes sur le dos. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qu'on voit comme comportement. Hein. Souvent dans notre société, on voit ce genre de comportement. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu prends des personnes qui ont une croyance particulière, mais que à l'intérieur de ces personnes, il y en a une qui veut penser autrement, il n'y a pas le choix. C'est où la personne va devoir affronter donc l'ensemble de cette société-là, donc des 9 personnes, ou alors, eh bien, elle va se faire rejeter. Bon, là, se fera forcément rejeter, mais en plus, si elle veut s'élever en disant, mais attendez, je sais que là, ce que vous faites, c'est pas exact. Moi, je sais que c'est pas comme ça. Moi, je voulais te parler des personnes, des chercheurs ou chercheuses qui s'emploient à dénoncer constamment le mal. Donc là, je pense en ufologie, par exemple. Désigner le mal sans cesse. Mais est-ce que tu ne penses pas que, à force de dénoncer le mal, on tombe dans le mal, enfin dans le côté négatif? Ben si, bien sûr. Ben, disons qu'en fait, il faut avoir conscience des choses, se rendre compte qu'il y a des choses qui se produisent. Donc ça, c'est le réalisme, se rendre compte qu'il y a des choses qui se produisent, alors qu'elles soient positives ou négatives. Maintenant, après, il faut pas l'entretenir, ce négatif. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait observer les choses un peu comme si on regarde, je sais pas, admettons, on regarde un match de foot, mais on n'est pour aucune des deux équipes, admettons. Voilà. Donc on est pour aucun des deux aspects. Mais là, au lieu que ce soit une équipe de foot, là, on parle de l'aspect positif et l'aspect négatif. Donc en fait, il faudrait comprendre qu'il y a des choses qui se déroulent, qui ne vont pas, mais sans pour autant tomber à toujours entretenir, à parler des choses négatives. On peut dénoncer les choses par réalisme, mais après ne pas rester dans le négatif de ces choses. Moi, par exemple, j'ai un ami que j'aime beaucoup. Quand on est ensemble, quand on est tous les deux, tous ces sujets-là, on peut en parler sans aucun problème. À partir du moment, si on fait une soirée avec d'autres personnes qui ne sont pas au courant de ces sujets-là, il dit plus un mot là-dessus, il n'en parle jamais avec d'autres personnes. Les seules personnes avec qui il en parle, c'est moi et une autre amie. Quand bien même il fallait éviter de parler de tous ces sujets-là, il sait déjà que ça sera forcément mal perçu et que lui, il va se faire rejeter, donc il préfère ne pas en parler. Il y a des gens qui arrivent à mettre tout ça de côté et d'autres qui n'y arrivent pas. C'est pour ça que je pense qu'il y a plus de personnes qu'on le croit qui sont au courant de certaines choses, mais qui vont pas en parler, même dans leur famille. Hein. Donc c'est comme là, on pourrait citer l'exemple de Edward Snowden, et qui a fait des révélations avec, par rapport à la NSA, l'armée américaine, tout ça, et Julian Assange avec Wikileaks. Ces mecs-là ont pris énormément de risques pour dénoncer des secrets, des complots, tout ça, mais qui, actuellement, là maintenant à notre époque, qui serait capable de dénoncer ces choses-là? Personne ne prendrait le risque, surtout quand on voit dans quelle situation ils se retrouvent tous les deux. Il y en a un qui est enfermé dans une ambassade en Angleterre et l'autre qui est coincé en Russie. Donc c'est vrai qu'on pourrait penser, on peut dire que peu de gens prendraient le risque de s'élever contre ce dont tu parles, David. Bah, disons que c'est ça, oui. Disons qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui disent des choses. Moi, j'ai vu dernièrement, alors qu'avant, on voyait ça mais vraiment très rarement. Maintenant, il y a de plus en plus, par exemple, de banquiers qui dénoncent l'escroquerie financière. C'est-à-dire comment cette escroquerie
est organisé. Et dans un autre sens, alors vouloir rentrer dans les détails. Ouais, et comme tu parles des banquiers dans un autre sens, j'ai entendu dire qu'il y a de plus en plus de banquiers qui se suicident. Je sais pas si t'as entendu ça, mais il y a eu une vague de suicides chez les banquiers. Oui, Maintenant, oui. depuis 2-3 ans. Donc tu vois, ça aussi, c'est quand même assez troublant, quoi. Oui, par contre, je sais pas si c'est en lien avec le fait que par rapport à ces dénonciations du système financier, mais ça peut être aussi pour d'autres choses. Hein, j'ai pas trop regardé, mais effectivement, c'est possible qu'il y en ait. C'est une drôle de coïncidence, en tout cas. Ouais. Non, mais un truc qui est vrai Hécatombe. quand tu parles de suicide ou de choses comme ça, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens, pour eux, c'est intenable de pas pouvoir dire des choses, donc qui peuvent faire des bêtises, Ah effectivement. bah voilà, et puis qui préfèrent la délivrance, enfin qui pensent être la délivrance, alors que ce n'est pas du tout une délivrance, le suicide. Au contraire, c'est un Non, lourd c'est fardeau à porter. C'est un gros problème, oui, pour la suite des choses, oui. Très lourd fardeau à porter, ouais. Effectivement, oui. J'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs avec une dame qui s'y connaît dans ce domaine, enfin je veux dire en énergie karmique, effectivement, c'est ce qu'elle me disait. C'est le genre de choses à vraiment pas faire parce qu'on arrête subitement une incarnation qui n'a pas fini de faire ce qu'elle doit faire. Mission inachevée. Voilà. Et donc elle me disait que de toute manière, dans la vie suivante, enfin je parle de ce qu'elle me disait, mais ça prend sens quand même hein, dans ce qu'elle disait. C'est non seulement on revient pour faire la mission particulière que l'on n'avait pas finie, mais en plus c'est encore plus difficile parce que eh bien on a fait voilà, on a fait une grosse bêtise. Et de toute façon, il faut recommencer depuis le début, après. Donc Exactement, ça sert absolument à rien puisque la chose va se reproduire à l'identique, avec les mêmes souffrances, les mêmes difficultés. Et il n'y aura aucune délivrance si on se suicide. Voilà, ça il faut bien le dire parce que peut-être qu'on a des auditeurs qui sont peut-être un peu dépressifs, qui sont pas très bien, tout ça, ce qui se comprend, on peut les comprendre. Avec toutes les choses que l'on commence à connaître, effectivement, Olivier, excuse-moi de t'avoir coupé parce que je trouve que c'est important. Avec toutes les choses que on se rend compte, des mensonges flagrants, effectivement, c'est tellement choquant que c'est tellement bouleversant qu'il pourrait y avoir des gens qui fassent des bêtises. Ben bien sûr, bien sûr. Et de plus en plus d'ailleurs. On vit vraiment dans un monde très difficile, très, très compliqué. Exactement. Donc, mais pour revenir donc à ce qu'on disait, on avait parlé du quotient émotionnel, si tu te souviens. Ouais. Donc pour moi, le quotient émotionnel, effectivement, donc c'est-à-dire les gens qui sont super émotifs, donc c'est démontré qu'en règle générale, donc c'est vrai, ce sont des personnes qui ont un talent particulier, que ce soit créatif, ou alors des facultés particulières, donc des gens comme Mozart, des gens comme Beethoven qui en plus était sourd d'une oreille, si je me trompe pas. Enfin, disons qu'il avait un problème, voilà, il n'entendait pas correctement. Ouais, voilà. Et pourtant, il a réussi à faire des chefs-d'œuvre. Comme quoi, donc, hein. Ouais. Comme quoi. Mais c'est vrai aussi que quelqu'un qui a un souci, que ce soit visuel, auditif, va essayer naturellement de compenser ce souci et donc peut développer aussi des particularités intéressantes. Donc encore une fois, on est bien dans le domaine de la perception, il y a des choses qui se produisent. Ouais, par exemple, un aveugle peut ressentir les choses, peut avoir des dons de voyance, des visions. Exactement. Exactement. Et puis on s'est aperçu que aussi, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, c'est pas forcément enfin, le fait de voir, c'est pas forcément qu'avec les yeux, quoi. Il semblerait qu'il y ait des histoires un peu étranges avec des personnes qui arrivent à voir avec d'autres organes. Enfin, bon, ça semble un peu incroyable, hein, ce que je dis, mais bon, il semblerait. Hein. Bah, tout est possible, hein, de toute façon. Hein. Oui. Mais il y a un phénomène qui est intéressant, ça me fait penser à ça, en Chine, avec des enfants qu'on appelle des enfants super psychiques en Chine.
Alors je sais pas si c'est à notre époque ou ça date peut-être un petit peu, peut-être 20, 30 ans. Et en fait, il y a toute une génération d'enfants en Chine Mhm. qui ont des facultés absolument particulières. Alors que ce soit au niveau de la perception, mais aussi des dons de télékinésie, des choses absolument incroyables. Et tout ça, ça a été validé par des scientifiques. Mais c'était resté secret pendant de nombreuses années. C'est des chercheurs allemands, je crois, qui sont tombés là-dessus. Et c'est juste hallucinant parce qu'il y en avait qui arrivaient à, à rentrer, enfin, à craquer des codes informatiques pour rentrer dans des données bancaires, enfin des trucs qui sont quasiment impossibles. Mhm. Enfin, il y en avait qui arrivaient aussi à faire passer des objets à travers des parois en verre. Enfin, il y en avait qui arrivaient à faire des calculs mathématiques, mais extrêmement poussés et beaucoup plus vite qu'une calculatrice scientifique. Donc quand même, Ah ouais, hein, d'accord, ouais. calculatrice automatique pourtant. Et il y a eu toute une génération d'enfants comme ça, mais je crois qu'il y en a un peu partout. Alors ça peut être mis en lien peut-être avec ce qu'on disait, c'est-à-dire le retour du système solaire vers le soleil central, Mhm. avec plus d'énergie qui éveille les gens et qui met les gens sur d'autres fréquences, et que en se mettant sur d'autres fréquences, eh bien, les gens ont soit des connaissances qui leur arrivent en plus, particulières, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant donc, le syndrome du centième singe, l'inconscient collectif, par ce moyen-là, ou bien des personnes qui même physiquement ont des capacités particulières. C'est ça en fait cette histoire de matrice, c'est que en fait, faut oublier que nous sommes des corps, que nous sommes physiques, puisque tout est constitué d'atomes. Ouais, alors c'est vrai que c'est facile à dire, mais à faire sur le papier, comment faire aussi, David, hein, pour se Ah, détacher de tout ça? bien Comment sûr. vivre? Quelle est, selon toi, la meilleure façon de vivre dans cette matrice, alors? Oula, alors la meilleure façon de vivre dans cette matrice, effectivement, c'est d'essayer de s'accorder aux fréquences supérieures. Les fréquences supérieures, c'est l'amour inconditionnel. Et je pense que l'amour Si on prend par exemple, enfin, en exemple, on prend ton exemple, hein? oui, oui. Alors, comment tu fais, toi? Quelle est ta façon de vivre, sans rentrer dans la vie privée, tout ça, hein? Non, 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 mais ça peut être très intéressant, effectivement. Alors, moi, il se trouve que si par exemple je sens que je commence à avoir des idées négatives, quelque chose comme ça, il y a des moyens tout simples. Il suffit de mettre par exemple une musique qu'on aime bien. Pareil, là, ça déclenche des émotions Mhm, parce que c'est quelque chose que tu apprécies et ça va faire remonter ton taux vibratoire. Tu mhm, comprends? mhm. Alors, ça aussi, il y a des musiques qui ont des fréquences particulières suivant le style de musique. Donc, c'est ça aussi, c'est un ensemble. Mais si on aime quelque chose, ça va procurer des émotions. Ça, il va y avoir aussi des réactions biochimiques dans le corps, Ça va c'est-à-dire, contrer le négatif. Ah, eh oui, voilà. si c'est Alors, un... ce qui est intéressant avec ce genre d'exercice, mais ça, c'est valable avec d'autres exercices. Par exemple, le fait de rire. Si on s'amuse avec quelqu'un, tout de suite, ça fait remonter le taux vibratoire. Mais ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, c'est une théorie du tout dont on parle. L'univers est tout et tout est énergie. Donc, il y a des réactions biochimiques en plus qui se passent dans l'organisme. C'est-à-dire, si je fais quelque chose que j'aime, si j'écoute par exemple une musique que j'aime, eh bien, il va y avoir des réactions biochimiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir des sécrétions d'endorphines, Mhm. comme par exemple la dopamine ou la phényléthylamine, qui sont des hormones de la joie et du bonheur. Et tout de suite, ça va contribuer aussi à se sentir bien. Là, je parle biologiquement parlant, ce qui fait que le taux de fréquence aussi va augmenter. Tu comprends? Eh oui. Donc, si c'est négatif, si tu te concentres sur des choses négatives, c'est l'effet inverse au niveau biologique, au niveau biochimique. C'est-à-dire que tu vas déclencher des hormones de stress, du cortisol même, et que ce cortisol va être toxique pour Et l'organisme. d'ailleurs, le négatif attire le positif, hein. Bien sûr, C'est bien euh, connu, ça. C'est bien connu. bah, c'est comme des aimants, hein, à partir du moment que un aimant, il attire un autre aimant, effectivement, il est sur la même fréquence magnétique, et là c'est la même chose.
mais avec les humains, mais aussi, encore une fois, avec l'ensemble, puisque tout est fait d'atomes. Ben oui, et je sais pas si t'as remarqué, mais des fois il arrive que tu te lèves, on se lève, tu vois, le matin, et dès le matin, ça commence très mal, la journée commence très mal, et on peut être sûr qu'après, ça va s'enchaîner, il y aura que des trucs à la con qui vont nous tomber dessus, comme si, et puis on Mais se dit, putain, on aurait dû rester couché, quoi, le jour-là, quoi, tu vois. c'est exactement ça. C'est pour ça que, en fait, une des choses à faire, mais c'est vrai que c'est pas évident tout le temps. C'est-à-dire de tout de suite, quand on s'en rend compte au niveau conscient, hein, qu'on se rend compte qu'il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont même des petites choses. On se lève du pied gauche, comme on dit, hein. On se lève du mauvais pied. Et eh bien, il faut tout de suite trouver quelque chose pour changer les émotions. Tout de suite trouver C'est ce que quelque chose. toi tu fais alors, hein. C'est ce que je fais en règle générale. J'essaie de tout de suite changer les émotions, les pensées, pour rester dans une vibration particulière et parce que c'est ça en fait, hein, de toute manière. On peut très bien parler de choses négatives, mais sans y prêter trop attention, c'est-à-dire parler du réalisme, ce qui se passe, de la Mhm. situation mondiale, tout ce qui se passe, des guerres. Mhm. Mais si on reste trop dans l'émotion, Ah oui, avec et nos c'est pas pensées, évident, on David, va, c'est pas ah ben, évident parce que, c'est ultra regarde, dur. rien que quand on ouvre la télé, hein, on regarde les infos, comment rester positif avec tellement d'informations négatives? Eh bien, Alors c'est après, il y en a qui vont me dire, je sais pas ce que toi tu vas me répondre, mais il y en a qui vont dire, ah ben moi dans ce cas-là, je ne regarde jamais les infos, jamais tout ça, mais est-ce que c'est bien, enfin, euh, est-ce que c'est bien aussi d'ignorer ces choses-là? Hein, tu vois ce que non, je veux non, non, dire? non, non, non. Justement, il faut pas les ignorer. C'est-à-dire mettre la tête dans le sable. C'est Non, pas non, bien non non. plus, on est d'accord. Bah, c'est pas bien non plus parce qu'effectivement, si on fait exprès d'ignorer des choses tout en ayant conscience, mais qu'on veut pas les voir, qu'on veut pas les regarder, Mhm. eh bien, on fait rien pour que que ces choses-là changent. Donc, de toute manière, c'est pas bon non plus, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est avoir conscience des choses, de la réalité des choses, mais ne pas rester. Mais c'est vrai que c'est difficile, je te l'accorde, hein, moi-même, hein, enfin tout le monde, évidemment. Et il ne faut pas rester imprégné par les émotions négatives que ça dégage, parce qu'à ce moment-là, on participe encore plus. Et effectivement, c'est un cercle vicieux. On participe encore plus euh, au fait qu'il y a des choses négatives. Donc en fait, arrive un moment, il faut avoir la possibilité, la capacité de se détacher de ça. Mais encore une fois, évidemment, mais ça c'est toute l'histoire qui existe depuis l'aube des temps, c'est-à-dire avec des individus qui avaient compris ça, des personnes qui avaient compris ça et qui faisaient des séances de méditation pour justement faire taire le mental et se reconnecter de manière vibratoire avec les vibrations de la conscience universelle. Mais après, on a aussi l'effet contraire. Tu as les personnes qui se sentent bien dans le négatif, hein. Ça existe aussi. Il y a des personnes, alors oui, alors ça c'est pareil. Bon, là ça fait rentrer d'autres données qui sont tout aussi intéressantes et mais à rajouter en plus de cette explication, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sentent bien dans le négatif. Et pour Alors quelle ça, raison? alors je pense parce que déjà il y a des gens qui gardent des schémas qui sont, comme on disait tout à l'heure, par rapport au subconscient. Que le subconscient c'est une espèce de bibliothèque d'expériences vécues et que ce subconscient ressort euh, comme si on téléchargeait des logiciels, certaines choses. euh, comment expliquer? Je vais donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui a été maltraité, eh bien, il est possible que même si après il s'en sort de manière consciente, Mhm. son subconscient, lui, il est toujours avec, il garde des traces de tout ça. Il garde dans ses données tous ces éléments-là. Et Mhm. sans le faire exprès, il peut refaire des schémas similaires. Si c'est une situation qui est complètement nouvelle, or ça arrive jamais une situation complètement nouvelle, eh bien là c'est le conscient qui est présent et c'est le conscient qui doit intervenir pour régler la situation, pour faire en sorte de s'adapter, pardon, plutôt à la Mhm. situation. Mais en ce qui concerne euh, donc tout ce qui est énergie négative,
et tout ce qui est les personnes qui restent dans des schémas négatifs, je pense qu'il y a des gens qui justement ont dans leur bibliothèque de subconscient, parce que par exemple des personnes qui ont été maltraitées ou qui ont vécu des mauvaises choses, sans le faire exprès après, dans leur présent, ils retéléchargent des schémas instinctifs, des choses négatives qu'ils ont déjà vécues. Et du ils coup, reproduisent, oui, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu et ils le font endurer à leur entourage, aux autres. voilà, ou même à eux-mêmes, Par exemple, il y a des personnes qui vivent des choses négatives, mais c'est tellement inscrit après dans leur subconscient qu'ils vont, sans le faire exprès, se remettre dans des mêmes schémas. Dans la société, je parle. Ah oui. Vont se remettre encore en tant que victime dans des situations. Alors que là, il n'y aura pas forcément de raison pour se faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils provoquent, sans le faire exprès, des schémas qui sont inscrits dans leur subconscient. Ils font ressortir des schémas qui sont dans leur subconscient. Ah oui, ah ouais. Et on voit ça un peu partout d'ailleurs. Hein. Oui, et puis il y a aussi des personnes, bon, là c'est plus psychiatrique, mais il y a des personnes aussi qui aiment les choses négatives, soyons clairs, qui aiment volontairement. Oui, c'est ce que je disais, oui. Au début, Oui, là, je disais, il y a des personnes qui se complaisent dans le négatif, qui se sentent bien dans le négatif. Disons qu'il y a des gens, sans le faire exprès, qui se sortent de situations qu'ils n'ont pas appréciées, qui veulent vivre le bonheur, et qui ne comprennent pas pourquoi ils ne vivent pas le bonheur, c'est parce que inconsciemment, j'essaie d'être un peu plus clair, qui inconsciemment reproduisent des schémas qui sont inscrits dans leur subconscient. Voilà. Voilà. Mais pour les personnes qui finalement aiment bien les choses négatives, ce sont plutôt là des personnes, c'est plutôt l'effet voilà, inverse. c'est plutôt du sadomasochisme, Oui, c'est-à-dire c'est les l'effet personnes inverse. Hein. Ouais. qui aiment ça. Voilà. Ouais, qui se sentent bien dedans, dans le négatif. Ils se sentent bien dans le négatif. Pour eux, c'est presque comme une drogue. De toute façon, les émotions. Et qui aiment faire du mal. Là. Il y a certaines personnes qui adorent faire du mal. Hein. Oui, le côté pervers, mais c'est la même chose. Le fait encore une fois, on parle d'émotion. À la base, c'est ça. C'est-à-dire que ce soit dans le négatif ou dans le positif, hein, ça, tu as des émotions qui t'arrivent. Par exemple, si tu aimes le négatif, eh bien, tu auras quand même une émotion, comment dire, de bien-être, parce que tu seras dans le domaine qui t'intéresse. C'est bizarre, mais bon, c'est ça. Et donc, ça provoque encore une fois une production biochimique d'endorphines, qui sont des drogues naturelles, hein, et qui provoquent le bien-être. Donc, les gens vont reproduire les choses qui leur provoquent certaines émotions et qui les laissent dans leur bien-être. Alors, si pour eux, le fait de vivre des choses négatives, au final, ça leur donne un bien-être, donc par exemple des gens sadomasochistes ou des choses comme ça, eh bien, ils vont reproduire ces choses-là parce que ça leur procure ce bien-être. Il faut savoir que ces drogues naturelles, les endorphines, on peut être accro comme une drogue artificielle. Hein. Donc quelqu'un qui est accro à une émotion particulière, il va essayer de reproduire un schéma pour obtenir cette émotion parce que de manière biochimique, il va y avoir production de ces endorphines. Alors David, oui. On va terminer sur la matrice. Ou bien, de quoi tu veux, qu'est-ce que tu aimerais rajouter? Mais pour terminer l'émission, hein, on va terminer l'émission tout doucement, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais rajouter comme sujet? Je te laisse le choix de... Soit on repart sur la matrice pour si tu as encore des choses à dire sur la matrice, ou bien un autre sujet. Alors, en une phrase sur la matrice, après on peut peut-être parler un petit peu d'autres choses avant de terminer l'émission, effectivement, parce que je sais qu'il y avait des auditeurs qui m'avaient posé des questions au sujet de la première émission. Ah bah tiens, c'est bien d'y répondre, hein. Ah ouais. Ça c'est une bonne idée, ça. On peut rester 5 minutes sur... oui, bien sûr, ouais. Vas-y. Voilà. Moi, je pense que avant de se poser des questions, à la rigueur, des gens qui ne s'intéressent pas à l'ufologie, qui ne s'intéressent pas à l'archéologie, qui ne s'intéressent pas à la médecine, enfin, qui n'ont pas forcément envie de connaissances particulières, à la rigueur, moi je crois que la connaissance la plus importante, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit, c'est-à-dire cette matrice.
Et donc, pour la comprendre, on est obligé de se renseigner un petit peu, de faire des recherches sur tout ce qui est physique quantique et tout ce que ça inclut comme données, parce que c'est très important. Ça nous offre des repères importants afin de comprendre et d'évoluer. Pour toi, la matrice, c'est la base. C'est complètement la base. La physique quantique, la métaphysique, c'est la base. Donc à la rigueur, quelqu'un qui ne veut pas s'intéresser aux ovnis, qui s'en fiche de savoir si des extraterrestres existent, bon, à la rigueur, je dirais que c'est secondaire. Je crois que vraiment, la priorité, c'est vraiment de se rendre compte que tout est énergie et que ça, chacun, on fonctionne avec ça. Comme on fonctionne tous avec ça, là, ça ne peut qu'intéresser tout le monde. C'est ça ce que je veux dire. Parce que on peut comprendre le monde dans lequel on est. Les énergies, comment être avec des énergies positives au maximum et non pas négatives pour essayer d'améliorer le monde, puisqu'on sait, ça a été démontré scientifiquement, que si par exemple on met, il y a une expérience comme ça qui avait été faite, où on avait, où des gens entraînés à certaines techniques de méditation particulières et pour avoir des pensées positives et des émotions positives, c'était mis dans des, enfin, ils avaient été dans des pays en guerre. Et à partir du moment qu'ils allaient dans des pays en guerre et qu'ils émettaient cette énergie positive, eh bien, pendant ce temps-là, eh bien, il y avait moins de problèmes, il y avait moins de guerres, il y avait moins d'attentats, il y avait moins de choses comme ça, il y avait moins de choses négatives. Des scientifiques pensent que s'il y a 10% de la population mondiale qui arrive complètement à contrôler un peu ce phénomène, à avoir des pensées positives, des émotions positives, eh bien, le monde peut s'en trouver complètement changé, de manière bénéfique. Il suffirait de 10% de la population, apparemment. Ouais. Mais bon, on n'y est pas encore. Hein. Oui, mais ça ce que je veux dire, c'est ça qui est important, c'est que les gens se renseignent surtout... parce que moi, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis d'abord intéressé, bon, c'est venu comme ça, à l'archéologie. Ensuite, je me suis intéressé à l'ufologie, enfin, et ensuite, d'autres domaines. Et finalement, l'un des domaines sur lesquels je me suis intéressé en dernier, parce que je voyais pas forcément de corrélation au départ, c'est justement le domaine au niveau de la physique, au niveau de la compréhension de l'univers même. Si déjà, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà certaines intuitions particulières sur l'univers, sur ce qu'il était, qu'il y avait un langage émotionnel, parce qu'il m'arrivait des choses particulières par rapport à ça. Mais c'est vrai que je n'avais pas poussé plus loin au niveau de ces recherches. Or, aujourd'hui, je pense que finalement, là où on devrait débuter, c'est carrément dans l'autre sens. Si on devrait comprendre des choses, il faudrait d'abord comprendre, avoir des connaissances en physique quantique, en métaphysique, ce que ça implique sur l'organisme, puisqu'encore une fois, quand on se sent bien, quand les choses se sentent bien, c'est toute la biologie du corps qui s'en trouve affectée. Ah bah oui, hein. Ouais. Et si c'est négatif, c'est l'inverse. On peut se déclencher des maladies, on peut se déclencher des choses comme ça. Donc, tout le monde peut être intéressé par le fait d'apprendre des notions de physique quantique et ce que ça les influence sur l'organisme et des influences importantes. Et sinon, est-ce que tu voudrais répondre à d'autres questions que t'avaient posées les auditeurs en commentaire sur YouTube de la première émission? Oui, alors effectivement, il y a eu quelques questions, j'ai répondu à certains commentaires, mais d'autres personnes ont reposé à peu près les mêmes questions, donc ça a été surtout au niveau du chapitre médical, comme on avait parlé un petit peu de tout ça, tout ce qui est au niveau de certains traitements particuliers qui sont plutôt occultés par la science officielle actuellement, parce que le but c'est de faire vivre les cartels pharmaceutiques. Donc tout ce qui n'est pas brevetable, eh bien, tout ce qui n'est pas brevetable, c'est-à-dire par exemple des vitamines, des choses comme ça, ne sont pas, enfin, on écarte, on enlève un petit peu toutes les possibilités d'autres traitements à partir du moment que c'est pas rentable. Donc il y a des traitements qui existent pour certaines maladies, mais je tiens à préciser que moi je suis pas médecin et que ça c'est juste des conseils que je donne pour éviter je veux pas avoir d'ennui quoi. Ouais, qu'on se comprenne bien, ouais.
Donc, lors de l'émission, j'avais parlé d'un traitement particulier qui existait et qui pouvait résoudre de nombreux problèmes de santé. Et ce traitement, en fait, s'appelle supplément minéral miracle, MMS, en 3 lettres. Et en fait, c'est un traitement, tout ce qu'il y a de simple, en fait. C'est une invention ingénieuse, mais tout ce qu'il y a de simple, qui a été découvert par un chercheur d'or dans les jungles de Guyane lorsqu'il prospectait. En fait, il avait avec lui des gouttes de purification d'eau, tu sais, un petit peu comme ce qu'on utilise à l'armée pour purifier l'eau, si tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et en fait, un des membres de son équipe a contracté la malaria. Ils n'avaient pas de médicaments anti-paludisme. Et donc, lui, il a essayé. Il s'est dit peut-être qu'avec ces gouttes de purification d'eau, peut-être que ça peut détruire des bactéries, peut-être que ça pourrait venir à bout du parasite du paludisme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il en a mis, il lui en a mis dans un verre, et mais il lui en a mis une grosse dose en fait. Hein. Et en fait, ce produit là de purification d'eau, ça s'appelle de l'oxygène stabilisé. C'est ni plus ni moins qu'une forme d'eau oxygénée, ce que l'on trouve dans le commerce. Ah, tout simplement, quoi. Quasiment. Ouais. Et voilà. Et en fait, il s'est aperçu qu'au bout de 3 à 4 heures, la personne a été complètement rétablie, alors qu'elle était sur le point de mourir auparavant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le paludisme, c'est une des plus graves maladies qui existent dans le monde, et qui fait des millions de morts, et que officiellement, il y a des traitements, mais c'est pas des traitements qui sont très efficaces. Ouais, c'est une des plus grandes causes de mortalité dans le monde. Voilà. C'est vrai, et ce traitement-là, voilà. Et donc, lui, il s'est aperçu, donc, avec ce produit qui s'appelle de l'oxygène stabilisé, qui est un produit qui a été commercialisé aux États-Unis dans les années 70. À la base, c'était juste pour redonner un peu d'énergie, puisque il y a d'oxygène dedans, il y a c'est rempli d'oxygène. Et en fait, ça détruit des bactéries, ça détruit les parasites, voilà. Mais ce qu'il s'est aperçu, c'est que dedans, dans cette fameuse boisson pour la santé, comme il disait à l'époque, il y avait un élément particulier qui s'appelle le dioxyde de chlore. Alors, le dioxyde de chlore, c'est une molécule qui est proche de l'hypochlorite de calcium, qui est ni plus ni moins que l'eau de Javel. D'accord? Donc, le dioxyde de chlore, c'est une molécule qui est proche de l'eau de Javel, mais ce n'est pas de l'eau de Javel, c'est un fonctionnement complètement différent. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y avait simplement des traces de dioxyde de chlore. Et en fait, que c'était ce dioxyde de chlore qui avait détruit le parasite du paludisme. Et en fait, il s'est posé la question, est-ce qu'il y avait une possibilité d'augmenter la puissance de ce dioxyde de chlore, pardon. Et en fait, il s'est aperçu qu'en ajoutant un acide particulier, un acide faible, par exemple comme de l'acide citrique, qui n'est plus ni moins que du jus de citron, ou alors par exemple du vinaigre, eh bien ça faisait une réaction chimique, et que là, les ions de dioxyde de chlore étaient multipliés par plusieurs milliers. Et en fait, donc il a fait des expériences et s'est aperçu que là, au lieu de simplement s'occuper du paludisme après, il y avait de nombreuses maladies qui étaient annihilées par ce dioxyde de chlore. Et donc ce dioxyde de chlore, en fait, il a un comportement particulier, c'est-à-dire que contrairement à l'eau de Javel, c'est sûr que parce que officiellement, ils essayent de dire que ce produit, c'est ni plus ni moins que de l'eau de Javel. Donc ils font exprès de faire peur aux gens. Parce que c'est vrai que ce produit a une odeur d'eau de Javel. Moi, j'ai déjà essayé ce produit, hein. C'est vraiment efficace. Ah, toi, tu l'as déjà essayé à plusieurs reprises, ouais. Ah bah oui, mais complètement. Je veux dire, c'est Et pour incroyable. quel type de maladie tu l'as essayé? Ah, plusieurs. Enfin bon, j'ai pas eu toutes les maladies non plus. Mais par exemple, je me souviens un jour, j'avais des douleurs gastriques. Bon, moi, je suis un peu faible des intestins. Et donc j'ai pris certains produits naturels qui sont réputés efficaces pour ces douleurs gastriques. Et au bout de 3 jours, 4 jours, ça se calmait un peu, mais sans plus. Je me demande même si je devais pas avoir certaines bactéries intestinales. Enfin bon.
Et j'arrivais pas à calmer, vraiment, mais vraiment j'étais pas bien, en plus fatigué. Et donc j'ai testé le produit, c'était le premier jour d'ailleurs que je l'ai testé parce que je venais juste de l'acheter. Et en fait j'ai juste essayé une goutte de ce produit-là. Et donc j'ai rajouté parce que c'est Une goutte, c'est-à-dire un truc... une minime, une goutte que j'ai que j'ai activé parce qu'il faut l'activer avec un acide, hein, comme je te disais. Parce que quand tu actives ce produit-là, là, le chloride de sodium, avec un acide, ça fait développer par 1000 les ions de dioxyde de chlore. Voilà. Enfin, même par plusieurs milliers. Et en fait, j'ai essayé. Juste une goutte comme ça, c'était la première fois. Et en plus, j'avais un peu peur puisque... C'est sous forme de... comme les huiles essentielles. Oui, si on veut, ce sont 2 fioles, 2 bouteilles que tu achètes. Tu as une bouteille d'une solution à base de chloride de sodium. Le chloride de sodium, au niveau chimique, c'est un truc qui est proche du simple sel de table. Donc ça coûte rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ça s'appelle supplément minéral miracle, parce que c'est à base de minéral, tu vois, du simple sodium, quoi, du sel. C'est une molécule proche du sel, le chloride de sodium. C'est un apport naturel. Voilà. Et donc je l'ai activé, c'est-à-dire que je l'ai mis en réaction avec une goutte, parce que il faut le mettre en réaction avec un autre produit, et l'autre produit c'est un acide faible. Alors ça peut être de l'acide citrique, ça peut être du vinaigre, ou alors aussi de l'acide chlorhydrique. Bon, là c'est vendu avec de l'acide citrique. Donc tu prends une goutte de ce chloride de sodium et tu rajoutes une goutte d'acide citrique, tu laisses une vingtaine de secondes que la chimie se fasse, et là tu vas avoir une réaction et tu remplis ensuite ton verre d'eau, et ton verre d'eau est complètement saturé d'ions de dioxyde de chlore. Et quand j'ai bu ça, 10 minutes après, mon mal de ventre était complètement parti, mais plus rien. Ça, c'est dingue, ça. Est-ce qu'on pourrait parler d'un effet placebo ou pas du tout? Alors j'y ai pensé, effectivement, mais je ne pense pas, parce qu'il y a des personnes qui ont testé ça sans penser une seule seconde que ça allait vraiment leur faire un effet particulier, et aussi se sont retrouvés... non, mais il y a des milliers de témoignages, hein, ce qu'il faut savoir. Ah ouais. Ah bah, avant que ce soit que ça a été commercialisé, avant que ce soit commercialisé, il y a eu 75 000 essais sur le terrain. Il y a eu 75 000 personnes qui ont été guéries du paludisme, du sida en 3 jours. Le sida en 3 jours. Ah oui, oui, oui. Et moi, j'avais du mal à y croire au départ parce que ça me semblait un petit peu inconcevable. Je croyais encore un peu à certaines choses de la médecine officielle, mais en fait, bon, j'ai fait pas mal de recherches au départ là-dessus, donc la littérature qu'il y avait, essayer de comprendre le fonctionnement de ce fameux dioxyde de chlore, qui a un fonctionnement particulier. Combien de gens qui ont été guéris avec ce produit? 75 000 personnes en Afrique, en Ouganda et au Malawi, je crois, qui ont été guéris de paludisme. Où peut-on trouver ces preuves-là de guérison? Alors, il y a des certificats médicaux, il y a des personnes aussi qui témoignent directement sur Internet, même à l'heure actuelle, hein, des personnes qui témoignent sur Internet, il y en a partout, hein, des témoignages de personnes qui ont eu par exemple des cancers graves ou d'autres maladies, et dont on leur disait que leur jour était compté, et bon, quand c'est comme ça, effectivement, je peux les comprendre qu'ils testent un petit peu des choses un petit peu considérées comme alternatives, et donc qui ont testé ce fameux supplément minéral miracle et qui se sont complètement guéris, et qui ont ensuite été faire des examens à l'hôpital, et ils n'avaient plus aucune trace de maladie. Plus rien. Ça, c'est dingue quand même. Hein. Bah, y a une particularité, parce que non seulement le dioxyde de chlore, c'est quelque chose qui attaque toutes les... déjà, le dioxyde de chlore, il faut savoir que c'est quelque chose qui est utilisé pour la purification aussi de l'eau de la ville, dans certaines grandes villes des États-Unis. D'accord? Ah ouais. Donc ils savent très bien que déjà, ça va purifier l'eau. Au lieu d'utiliser du simple chlore,
parce que ça laisse trop de, comment dire, de matériaux négatifs. Enfin, disons que il y a plus de toxines. Ils préfèrent utiliser le dioxyde de chlore qui laisse quasiment rien. Or là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on utilise du dioxyde de chlore qui va nettoyer l'organisme au lieu que ce soit dans l'eau. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mhm. Mais là, ça va purifier ton eau intérieure. On a 70-80% d'eau dans notre corps. Donc ça va purifier l'eau intérieure. Mais ça a aussi un autre effet parce que si on... enfin, Et là, on pourrait même rebondir sur un autre sujet, mais qui reste dans le même état d'esprit, hein, avec la guérison de l'eau. Tu sais, par oui, l'eau. C'est-à-dire qu'avec les expériences qui ont été menées, par exemple, là, je pense avec les deux pots de riz. Hein, tu oui, mets un pot de riz, euh, celui de droite, tu mets des beaux messages dessus, que des gentillesses, tout ça, tu écris des belles choses dessus. Et le pot de gauche, tu mets que des insultes, tu lui dis des mauvaises choses, tout ça, que du négatif. Et au bout de 2 semaines, tu as le pot de gauche, le négatif, le riz est tout pourri. Hein. exactement. Ben Et là, on en celui de revient. droite, il est intact. Donc, On en- et comme on sait que c'est l'eau qui fait hein, le travail dans le riz, quoi. Enfin, c'est l'eau qui réagit dans le riz. Hein, c'est pas, il faut pas s'attarder sur le riz. En fin de compte, c'est l'eau. C'est l'eau la clé. ben, disons que c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ben là, là, pour cette expérience, c'est ni plus ni moins que l'effet de voir comment les pensées et les émotions peuvent agir sur la matière. Mhm. C'est-à-dire, si on émet des émotions positives, et Oui, voilà, on en revient à ça. Ouais, ouais. c'est exactement ça, Mhm. eh À bien, ce il qu'on se disait tout produit, à l'heure, quoi. Ouais. voilà. Et Et donc, comme on est fait d'eau, ah ben, comme tu dis, bah voilà, tout s'explique, hein. Voilà. il y a une expérience qui a été tentée, je crois qu'on peut trouver ça sur Internet, c'est en vidéo. Je crois que c'est l'effet Maharishi ou quelque chose comme ça. Je peux me tromper, hein, c'est un terme indien. Et justement, c'est basé là-dessus, c'est-à-dire avec des personnes. On en revient à l'histoire que je disais tout à l'heure avec les personnes qui émettaient des pensées positives dans un endroit, dans un pays en guerre, et qu'il y avait des choses qui se stabilisaient, voire qui s'arrêtaient. C'est-à-dire il y avait moins de velléité. Tu t'en souviens tout à l'heure qu'on disait Ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Eh bien, il y a une expérience qui a été tentée sur une dame qui avait un cancer, mais vraiment de stade avancé. Et le cancer a été guéri en quelques minutes comme ça. Avec, on voit tout, hein, c'est-à-dire c'est en échographie. C'est complètement dingue ça, hein. Je t'entends plus, David. Ah, pourtant, au moment où je parle, tu m'entends? Voilà, voilà, vas-y, vas-y. Donc Tu disais. les gens se sont mis autour de cette dame qui avait un cancer de stade avancé. Et c'est des gens entraînés au niveau de leur conscient, par contre, hein, comme on Mhm, disait. Ça veut dire des gens qui ont réussi à évacuer de leur subconscient les schémas dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire certains schémas négatifs. mhm. Parce qu'il faut d'abord travailler le subconscient, à essayer de nettoyer le subconscient des schémas négatifs. Sinon, ça sert à rien, puisque le subconscient, c'est lui qui s'occupe de 98% environ de notre quotidien. Donc, si on est conscient de positif, mais qu'au niveau du subconscient, on a toujours des schémas négatifs, ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord enlever des schémas négatifs qui résident dans le subconscient. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Donc ces personnes-là sont entraînées pour le faire. Donc elles ont fait ce travail, mais on parle vraiment d'un gros travail. Et donc ces personnes-là qui sont entraînées se sont mis autour de cette dame et se sont tous accordés donc, on pourrait dire même, se sont tous accordés vibratoirement, c'est-à-dire se sont tous mis sur la même onde et ont donc développé des énergies positives. Alors, ils expliquent le but quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on a envie de changer. Par exemple, dans le cas comme ça d'une maladie grave et qu'on a envie de la soigner. Le but n'est pas